Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast. Bienvenue. Tu commences pas direct? Je voulais commencer normalement et le glisser ni vu ni connu dans la même phrase. D'accord, ok, vas-y. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast. Bienvenue Julia, bienvenue à tous. Merci d'être venus ici. Nous sommes tous rassemblés, nous venons ici pour la magie, pour rire, pour pleurer, pour nous sentir concernés. C'est ce dont nous avons tous besoin, ce sentiment indescriptible quand la lumière commence à s'estomper. Oui, curieusement, un cœur brisé est en paix dans un tel endroit. Bonne année à tous. Bonne année à tout le monde. Clap, clap, clap. Merci Nicole. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Je crois que la dernière fois, c'était l'épisode d'Halloween. Exactement. Eh ben, il y a eu Noël, hein, on a été occupés. Et oui, on a été pas mal occupés et... On s'est remis au travail. Oui, on a été très 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 occupés un peu partout dernièrement, mais nous sommes là pour vous parler de Matrix 4. C'est vrai que tu l'as vu enfin. Alors ? Non, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Je voulais pas faire mon top 10 de films tant que je l'avais pas vu, et je crois que j'ai bien fait. Donc voilà. Mais non, mais oui, c'était bien. On est content de les retrouver. Ça faisait chaud au cœur de les voir. Et puis, l'histoire est grandiose, je trouve. Exactement. Elle a trouvé une raison que ce film existe qui est tout à fait plausible et tout à fait émotionnellement intense. Fort. Et quelle fin merveilleuse, j'adore. Je n'ai fait que pleurer. J'ai pleuré tout le temps. Tout le temps. Au début. En fait, rien que de voir leur tête, qu'est-ce qu'ils ont une belle alchimie tous les deux. Puis les voir enfin pas tout vieux parce qu'il faut pas exagérer, mais que je venais de me faire la trilogie originale. Et ils étaient là tous les deux avec leurs petits cheveux blancs et tout ça, c'était trop mignon. Bref, c'était génial. Et donc aujourd'hui, on va encore faire un peu du spécial. On va faire un peu le point sur cette année 2021, sur ce qu'on a vu. Donc pas forcément des choses qui sont sorties en 2021, mais ce qu'on a vu. J'ai pas vu grand-chose, c'est-à-dire que on devait faire un top 10. Moi, je vais faire un top 7, on va dire. C'était une année série très très particulière. Je dois être honnête et je peux pas dire que c'est ma meilleure année de série 2021. Je sais pas si c'est un mélange de moi qui avait beaucoup moins de temps ou juste les séries qui étaient un peu moins bonnes cette année, je sais pas. C'est pas... Mais... alors, moi je tiens à dire que mon top 10, quand je fais mon top 10 séries de l'année, ce ne sont que des séries qui sont sorties en 2021, donc ce ne sont que des saisons 1. Et j'aime beaucoup ces 10 séries, donc voilà. J'ai quand même réussi à trouver un top 10 qui a de la gueule, je trouve. Moi, j'ai dû un peu racler les fonds de tiroir. Toi, tu es plus allé vers des saisons 2, 3, 4 ou des saisons que j'ai vues cette année-là, mais qui sont pas des séries de 2021. Et puis... ouais, non, je sais pas trop ce qui s'est passé cette année. J'ai quasi rien vu. Je sais pas si c'est... Ah bah si, je sais pourquoi. Ce sera le top 8 d'ailleurs. On en avait parlé. Oui. Vas-y. Il y a quelque chose qui a pris beaucoup mon temps. Non, on n'y est pas encore. Hein. Et après, on fera notre petit point traditionnel Drag Race. Très bien. Eh bien, nous pouvons commencer. On commence par le moins bon. On commence par 10 pour aller vers 1. Bah oui. Faisons ça. Oui. Toi, t'en as 7. Hein, je pense que si on ferait l'inverse, les gens vont faire des émeutes. Personne ne fait des... Ce serait comme... Tu sais, brosser un chat à l'envers. Oh, quelle horreur. Bon, alors en 10e position, j'ai tenu quand même à mettre l'événement sériel qui a été Squid Game cette année, que tout le monde a regardé sauf Sébastien. Tu n'as pas vu Squid Game ? Pas encore.
mais voilà, il le verra un jour. Ça a l'air très violent. C'est pas très d'humeur. C'est extrêmement violent. J'ai binge-watché cette série parce qu'elle est très très addictive, elle est très bien fichue, elle est bien écrite, elle est très bien réalisée. Son casting est impressionnant. Je suis tombée amoureuse de l'acteur principal immédiatement. Il a j'adore les personnages principaux très vulnérables et il dégage beaucoup de vulnérabilité. Je l'ai trouvé très charmant. Et voilà, c'était très bien, mais très violent effectivement. En la bingeant, ça a été... Je me souviens que j'allais dormir le soir et je dormais pas très très bien parce que c'est très 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 violent. Mais bon, la violence fait partie du propos du film. Je ne vais pas vous présenter Squid Game, je pense que vous l'avez, beaucoup d'entre vous l'ont vu, et beaucoup d'autres d'entre vous comptent peut-être la voir, donc je vais pas trop m'étaler dessus. Mais je tenais à la mettre dans ce top 10 parce que c'était une très très bonne série et je la mets en 10e position. Puis elle a fait des audiences de ouf, je crois. Enfin, je crois que le monde entier l'a vue. Je n'ai pas revérifié les chiffres, mais il me semble que c'est un truc de malade. Et je crois que c'est la série Netflix la plus regardée depuis l'invention de Netflix. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'avais vu ça. Donc voilà, bref, Squid Game en 10e position. Et donc en 9e place, j'ai mis cette série Netflix aussi. Qui a eu un beau succès et que tout le monde a un peu oublié après, mais moi je ne l'ai pas oublié parce que j'ai adoré cette série. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. Ça s'appelle Clickbait. Redis-moi, oui. C'est une série qui avait un pitch assez sympa. Je crois qu'elle est sortie en septembre à peu près de cette année. C'est une série créée par un des créateurs de The Slap, la série australienne. Oui. Qu'on avait beaucoup aimé, qui est une série un peu à multiples points de vue, où tout se rassemble au bout d'un moment avec un casting choral. Et Clickbait, c'est un peu la même chose. C'est l'histoire d'un homme qui est joué par ce cher Adrien Grenier, qui joue le vilain petit copain de Anne Hathaway dans Le Diable s'habille en Prada. Et en gros, il se fait kidnapper. Et il est filmé par ses kidnappeurs sur une vidéo qui est mise sur YouTube. Et il tient une affiche où il y a marqué au bout de, je sais plus combien, on va dire 1 million de vues, je serai exécuté. D'accord, genre Black Mirror, quoi. C'est un peu ça. Et en gros, arrive ce qui arrive et les gens regardent tous la vidéo. Et sa famille est un peu pris dans une course contre la montre pour essayer de comprendre pourquoi il a été kidnappé, et où est-ce qu'il est et comment est-ce qu'on peut empêcher qu'il lui arrive malheur avant que le chiffre fatidique soit atteint. Il y a un beau casting dans cette série. Il y a Zoé Kazan, je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'adore cette actrice, elle est vraiment chouette. Et il y a aussi Betty Gabriel qui jouait dans Get Out, qui faisait la femme qui est... je ne vais pas vous spoiler Get Out, mais elle fait la femme de ménage un peu de la famille dans laquelle l'intrigue dans la maison où l'intrigue se passe, qui est donc une actrice qu'on a tous et toutes trouvé phénoménale dans Get Out, et elle est incroyable aussi dans Clickbait. Elle joue la femme de Adrien Grenier qui a été kidnappée. Et c'est une succession de twist, de grands moments émotionnels. Chaque épisode a un peu, comme The Slap, un peu, c'est un point de vue, un personnage par épisode. Et tout commence à prendre sens au bout d'un moment. Je n'ai rien vu venir, vraiment. J'ai regardé cette série en une nuit parce que je ne pouvais plus m'arrêter de la regarder. C'était terrible. J'avais été j'étais pas très réveillée le lendemain au travail parce que je n'avais que regardé Clickbait la veille. C'est vraiment bien écrit, c'est très bien réalisé. J'ai été sur le bord de mon siège pendant toute la série. C'est donc une mini-série qui n'aura pas de saison 2. Et c'est génial. C'est génial. Quand j'ai fait ce top 10, je me dis non, je dois mettre Clickbait parce que c'était trop bien. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Regardez-la, c'était sensationnel. Est-ce que tu veux parler quand tu as rencontré Adrien Grenier et que tu ne savais pas qui c'était ?
Bah, à Vancouver, une amie m'avait emmené voir ce documentaire qui s'appelle Paparazzo, qui est un documentaire qui parle des paparazzis, qui était donc réalisé par Adrienne Grenier, qui, en tant que célébrité, voulait parler de sa relation et la relation des célébrités avec les paparazzis. Et je ne savais pas qui était Adrienne Grenier. J'étais allée lui parler à la fin de son documentaire parce que j'avais trouvé qu'il n'était pas trop mal fichu. Et je n'avais pas vu Le Diable s'habille en Prada à l'époque. Et c'est après que j'ai découvert que c'était un Tu lui as parlé comme mignon si petit ce n'était qu'un acteur. gueux. Il était mignon. Voilà. Bravo. Et maintenant, nous allons débattre sur est-ce que le méchant de Le Diable s'habille en Prada. Qui est le vrai méchant? J'ai l'impression que ça change chaque année. Oui. Ça change. Oui, c'est comme ça que tu vois un peu le baromètre de la société, genre. C'est ça. Quelle est un peu l'opinion populaire de qui est le méchant dans Le Diable s'habille en Prada. Vers On au voit à point peu de la près où on en boussole. est. Ah mon Dieu. Et on arrive au numéro 8 et je vais te laisser la parole un petit peu. Alors, pourquoi j'ai vu moins de séries cette année? C'est parce que je me suis lancé dans quelque chose qui n'est pas une série, mais on va dire que c'est sériel. Je me suis tapé tout le MCU que je n'avais jamais vu. J'ai commencé en février et j'ai terminé. Explique ce qu'est le MCU pour celles et ceux qui pourraient ne pas savoir. Alors, si vous avez vécu dans une grotte ces dernières années, le MCU, je sais pas comment expliquer le MCU, je vais me faire houspiller. Il y a des comics qui s'appellent Marvel. Donc Marvel, c'est Wonder Woman, Batman, le Joker. Sébastien. Oh non. Il a disparu. Il a été Appelez les enlevé. secours. Non, donc non, ce n'est pas c'est DC. Donc les Marvel, c'est Captain America, les X-Men, Mhm. Doctor Strange. Non mais Hulk, voilà, Hulk, c'est connu. C'est pas Spider-Man, ça que je... voilà, Spider-Man. Donc tout ça. Et donc je sais pas, 20 ans, 15 ans, Marvel a fait son propre studio de cinéma et s'est dit, bon, on va adapter tout ce bordel. Et ils ont adopté les Iron Man et compagnie. Et ça fait, je sais pas, il y a une vingtaine de films à peu près qui est sorti, que j'ai vu sporadiquement. J'ai vu Avenger 2, c'est le premier que j'ai vu. J'ai vu Doctor Strange, j'ai vu Black Panther et j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie 1. Et donc à un moment, je dis bon, bah, on va tout reprendre depuis le début, on va faire table rase et pour regarder Vendavision. Donc ça a pris un an et du coup ça m'a pris tout ce temps pour aller enfin Vanda. Ça m'a pris 10 mois, un truc comme ça. C'était interminable. Et beaucoup de mauvaise foi. Beaucoup de mauvaise foi. J'étais le roi de la mauvaise foi. Je suis désolé. Chaque fois. Oui, bof. Donc voilà, donc ce truc a pris tout mon temps. Donc je ne peux que le mettre dans ce top 10 qui démarre au numéro 8 pour moi. Donc en numéro 8, je mettrai le MCU. Ça veut dire quoi MCU? Le Marvel Cinematic Universe, c'est ça. Exactement. L'univers Bon, cinématographique de Marvel. Quel est ton préféré du MCU? Mon préféré, je pense que mon préféré, je vais essayer de meubler le temps que j'ouvre mon letterbox. Mon préféré est donc celui que je préfère, celui qui est donc en tout en haut, au top Le du poison de top, Cusco. le poison de Cusco, qui est donc au Panthéon à la première place, c'est-à-dire la place après la seconde. La médaille d'argent ou la médaille de bronze? Je dirais, je pense que c'est les Spider-Man. Ah bon? Bah ouais, c'est ceux que j'ai trouvé sympa. En fait, c'était dans les Spider-Man avec euh, Thomas Holland là. Tom Tom Holland. Holland. Ouais, le premier, il était bien. Homecoming, c'est le premier Homecoming. Ouais. Oui. Je trouvais que ça ressemblait ce à quoi je m'attendais d'un Marvel en fait. En fait, j'aime pas quand Marvel veut se la jouer sérieux, j'y crois pas une seule seconde. Donc, et comme Marvel veut absolument se prendre au sérieux, c'est pour ça que ça ne passe pas avec moi. Les Ant-Man sont sympas aussi. Oui. En fait, quand ça se prend trop au sérieux, j'ai du mal. Ok. Voilà. Je pourrais débattre avec toi que le MCU se prend au sérieux, mais...
J'entends. Oui, non mais D'accord, très bien. non mais je sais que quelconque débat sur le MCU, j'aurais forcément tort et vous aurez forcément raison parce que c'est vrai. Donc, Non, 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 non. Non. Rendons à, à Captain America, si c'est Captain America. Le MCU prend beaucoup de place dans le paysage culturel actuel et je peux comprendre très bien que ça peut être saoulant. Je pense qu'aussi il y a une espèce d'interdiction de ne pas aimer ça, de ne pas aimer ça et de donner un avis négatif parce qu'on peut ne pas aimer le MCU et aujourd'hui on se fait un peu on s'en prend un peu plein la figure dès qu'on n'aime pas ça, alors que je pense des fois il y a des arguments tout à fait recevables pour lesquels on peut ne pas être très sensible au MCU, donc non, c'est tout à fait recevable. Mais en tout cas, d'accord. Non, puis Oui, je pense qu'aussi enchaîner les films comme ça sur Disney+, sur son canapé, c'est peut-être la moins bonne expérience que de les voir au cinéma tous c'est les vrai. 6 mois avec tes potes et des gens, tu vois. Quand tu Oui, es sur parce ton que c'est canapé vraiment ouais. devant ton assiette, devant ton plat de macaroni froid. Ouais. Parce que c'est vrai que ce qui est fun avec le MCU, c'est l'ambiance en salle à chaque fois, Oui. les applaudissements, les gens qui se lèvent des fois pendant des scènes. C'est vraiment Mm. des séances de cinéma qui sont assez mémorables. C'est vrai que ça doit pas être la même chose de le voir à la maison. C'est ça. Mais bon, tu l'as fait. Je l'ai fait, voilà, je l'ai fait, je l'ai vu. Et Homecoming est en premier, d'accord, je l'ai pas vu venir. Ouais, Super. je dirais un truc comme ça, ouais. Les Spider-Man, j'ai vraiment trouvé chou, bien filmé, bien Hmm. écrit, bonne mise en scène. Non, non, franchement, ils sont vraiment sympas à voir, je trouve, les Spider-Man. Ils sont drôles aussi. Ils sont très drôles. Ils sont Hmm. super drôles. Moi, en 8e position, j'ai mis une petite série anglaise qui s'appelle Starstruck et qui a également un très joli pitch. Je ne sais pas si je t'en ai parlé. Non. Starstruck, donc c'est une série anglaise qui a été renouvelée, il me semble. Donc on aura une saison 2. Elle est très courte. C'est le genre de série anglaise qui, un peu à la Fleabag, qui est créée et qui met en scène une comédienne qui est aussi donc la créatrice de la série. Là, en l'occurrence, elle s'appelle Rose Matafeo. Euh, et le pitch, c'est une fille qui sort un soir. C'est un moment que je l'ai vu, donc il faut que je m'en souvienne bien. Mais en gros, elle sort et je crois que c'est en boîte de nuit. Elle croise un mec qui est canon, super beau, charmant. Il commence à bien s'entendre et tout ça. Ça finit chez lui, je crois, Mm. où ils couchent ensemble, petit coup d'un soir. Et je crois que c'est le lendemain matin qu'elle réalise, je crois qu'elle se lève avant lui, puis elle regarde un peu son appart. Et en fait, elle réalise elle a à peu près couché avec l'équivalent de Chris Evans, quoi. Enfin, D'accord. un acteur, mais super connu. Alors, qui est fictif, bien sûr, mais qui a joué dans plein de films d'action, qui est mondialement connu. Et juste que comme elle Elle le s'intéresse connaissait pas du tout pas. au cinéma, elle le connaissait absolument pas. Et donc, je crois qu'elle voit des awards ou des magazines chez lui. Et en fait, c'est une série qui est un peu sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils ne vont, comme un peu le début de Quand Harry rencontre Sally, ils vont faire que se croiser, puis se perdre de vue, puis se recroiser. Il y a clairement quelque chose entre eux qui est assez magique. Il y a notamment un épisode où, alors qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps, ils s'incrusent chez elle pour une murder party. Elle avait organisé une murder party avec tous ses potes un peu geeks et tout ça. Et ils jouent à la murder party avec tous les autres potes qui, eux, et elle connaissent pour le coup le fait que c'est un acteur très connu, donc ça donne une situation très très drôle. Puis une alchimie tellement mignonne entre les deux acteurs principaux. Puis il est tellement beau, c'en est ridicule. Genre, et puis lui, il a des petits soucis avec ta carrière. Je crois qu'il. Oh, Jodie. Il veut changer un peu de type de film qu'il fait. Enfin, c'est charmant, c'est super bien écrit, c'est super drôle. C'est très vite regardé et ça a fait mon top parce qu'elle était trop mignonne. Elle m'a chamboulé mon petit cœur, cette série. Donc voilà. Oui, ouais, il s'appelle Nikesh Patel, l'acteur qui joue le. On les connaît pas, la- les acteurs et les actrices, moi, j'ai jamais Je vu. ne les avais jamais vus. Ok. Jamais vus.
Incroyable. Une série Voilà. anglaise où on connaît personne. Oui. Euh, Qu'as-tu mis en 7e position, Sébastien? J'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé dans le podcast. J'ai mis 12 Monkeys que j'avais commencé, terminé cette année-là, mais un peu plus tôt dans l'année. Et voilà. Donc j'ai déjà tout dit. J'ai trouvé ça sympa. Série D'accord. un peu qui m'a rappelé cette époque des séries des années 2010. 13 épisodes, 42 minutes, sur science-fiction, bête et méchante. Bête et pas méchante, c'est quoi l'expression? Bref, voilà. Bon, je vais Oui. pas épiloguer plus dessus. Est-ce que c'est un film de Terry Gilliam au À départ, la c'est base, ça? ouais. Enfin, il y a un film, D'accord. surtout il y a un bouquin derrière, mais oui, D'accord. le premier truc audiovisuel, c'est le film de Terry Gilliam. Avec Bruce Willis, Exactement. que je n'ai jamais vu. Moi non plus. D'accord. Ok. Bah moi, je vais pas dire grand-chose non plus sur la 7e parce que pas mal de gens l'ont vu. C'est Midnight Mass. Donc oui, c'est la nouvelle série de Mike Flanagan, qui est un de mes réalisateurs préférés. Et c'est lui qui nous a en particulier donné The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor sur Netflix. Et c'était sa nouvelle série annoncée comme horrifique. Et donc, je me suis lancée dans cette série pensant que ça allait me faire peur. Et effectivement, j'ai été terrifiée, mais plus par une crise existentielle que cette série m'a fait avoir. Ah bon? C'était. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont eu des réactions très différentes face à Midnight Mass. Je connais des gens qui ont détesté la série, d'autres qui l'ont adorée. Moi, je suis un peu entre les deux. En gros, c'est un huis clos sur une île où un pasteur. Non, pas un pasteur, autant pour moi. Un curé. Je crois que c'est une église catholique. Arrive sur l'île parce qu'il remplace l'ancien qui était parti en voyage et qui apparemment est tombé malade parce qu'il était vieux. Et il se passe des trucs très étranges avec ce curé et il va se passer des choses très étranges sur cette île. Et tous les personnages qui se croisent, qui sont... Ça se passe à quelle époque? De nos jours, ça se passe de nos jours. Vraiment une Moi, je île qui est pensais un que c'était un truc de caillou au cow-boy. milieu de l'océan. Pas du tout, non, du tout, du tout. Alors oui, il y a peut-être des petites influences du western dans la mise en scène, mais je vous raconterai pas plus parce que c'est vraiment une série à twist où l'histoire se dévoile petit à petit. Au début, on dit genre, de quoi ça parle, quoi? Et comme tous les œuvres de Mike Flanagan, c'est bourré de très beaux dialogues. Il y a des... j'ai appris en regardant cette série et Mike Flanagan en a parlé assez ouvertement que... D'ailleurs, c'est un des trigger warnings peut-être pour cette série, ça parle beaucoup d'alcoolisme puisque l'un des personnages est alcoolique et donc Mike Flanagan a parlé du fait qu'il était lui-même alcoolique et qu'il a écrit cette série pour parler justement de sa relation avec ce problème qu'il a dans sa vie et tout ça. Donc ça donne des scènes vraiment très... on a vraiment l'impression que la personne qui les a écrites s'est un peu mis à nu devant nous et ça donne quelque chose de très vulnérable. Mais ça ne traite pas que de ce sujet-là. Il y a plein d'autres très beaux sujets qui sont traités dans cette série. Je pense que je l'ai vu à un moment de l'année aussi où ça m'a fait du bien, cette série. Ça évoque des choses très, très, très dures et belles sur la mort. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est dur à voir, par contre. C'est pas une série wouhou où on finit tout nu dans la rue. Mais... Je veux savoir quelle voilà. série te font finir tout nu dans la rue. Hop là. Le Mandalorian. Oh oui. Pendant la saison 3, je ferai ça. Donc voilà, Midnight Mass en 7e position quand même. Ça m'a suffisamment marqué. Très bien. En 6e position, alors moi j'ai mis Wanda du coup, puisque voilà, au moins le MCU m'aura fait voir une série. Donc WandaVision. Pourquoi tu rigoles? Parce que il faut savoir vraiment qu'il m'a dit j'ai envie de voir WandaVision. Mais il faut que je regarde tout le MCU pour comprendre WandaVision. Et donc il y a eu un peu le moment où il s'est mis à WandaVision, c'était genre vraiment 1 year later. Bon, je commence WandaVision. Oui. C'était presque... Je crois que c'était les 1 an de la série, t'étais presque au jour près. Quasiment. Mais il y a un chat derrière toi. Oui, mais en plus, ce que j'adore, c'est que ça n'a servi à rien. Parce que ça a servi... Enfin, il y a peut-être 5 films du MCU qui sont peut-être utiles à voir pour vivre un peu le build-up émotionnel.
Oh, quand même, il faut le contexte émotionnel de tout, moi, je trouve. Mais... Il faut le contexte émotionnel de Hulk, du premier Hulk. Oui, parce que tu les compares les uns aux autres, ces super-héros, comment ils gèrent chacun et chacune leurs petites histoires. D'ailleurs, je suis très déçu que le MCU n'a jamais réglé le plus gros plot hole de toute sa firme. C'est est-ce que pendant le blip, le personnage de Liv Tyler a été blippé ou pas? Ah mon dieu, alors il n'y a qu'une seule personne qui s'intéresse au personnage de Liv Tyler et c'est Sébastien. On l'a jamais revu. Je suis très déçu. Tu sais que je n'ai jamais vu Hulk. Hein. Oui, moi je l'ai vu, donc c'est pour ça que je suis meilleur que vous tous. Voilà. C'est le dernier qui me reste à regarder. Non, mais bref. Donc WandaVision, c'est très bien. Elle est dans What If. Ah, eh ben, on regardera What If. Mais pas doublée par Liv Tyler. Elle n'est pas déconnée, elle a d'autres choses à faire. Oui, elle est dans sa série où elle est pas maquerelle dans une maison close, là, sous les cow-boys. Alors, pour moi, Liv Tyler, elle est dans une série où elle joue une flic, là, 911 ou je sais pas quoi. C'était peut-être la suite, alors. Peut-être. Mais bref, WandaVision, donc c'était bien. Un bel hommage aux séries télé des années 50. C'était cool, ça, franchement. Non, franchement, c'était sympa. Ça m'a un petit peu rappelé Légion avec la façon dont ils ont changé les formats, t'as les barscopes qui apparaissent et qui disparaissent, etc. Des très bons twists que tu vois pas venir. Non, franchement, t'es vraiment tenu en haleine jusqu'à la fin. J'ai bien aimé le dernier épisode, j'ai l'impression que les gens l'ont trouvé un peu bof, de mes souvenirs, des réactions sur Twitter. Mais je l'ai trouvé très bien, en fait. Oui, j'ai bien aimé aussi. Et puis... il y a Catherine Hahn qui est vachement bien, que je trouve beaucoup mieux une fois qu'on a le twist sur elle. Enfin, j'ai un peu mieux compris la hype après cette période-là qu'avant. Non, puis là, pour le coup, il y avait de l'émotion. Enfin, je trouvais que ça faisait du bien. Je trouvais que le MCU a un potentiel émotionnel fort et je trouvais que les cinémas, les films ne me l'avaient pas assez communiqué. Et je trouvais que faire monter l'émotion sur 9 épisodes, je trouvais que ça a été beaucoup plus efficace sur moi que sur un film, en fait. D'accord. Et puis on est centré sur un personnage, quoi. Oui, moi j'ai du mal à être émotionné par Iron Man qui pleure parce que tous ses amis sont morts. Parce que t'es là, oui, bon, ok, d'accord, très bien. Mais il faut qu'on s'occupe de machin aussi. Il y a trop de personnages. Mais non, WandaVision, franchement, pas mal. Bel exercice. L'épisode à la Malcolm était extraordinaire, je trouvais. Je crois que c'est là où j'ai compris, genre, ils ont bien compris comment fallait faire le truc. Oui. Et puis j'ai mis du temps à remarquer que c'était que des séries avec des familles, que c'était pas juste des sitcoms, genre ils allaient pas faire Friends, ils allaient pas faire... j'avais pas remarqué ça. Ils allaient pas faire Oh, I Met Your Mother, c'est vraiment que des... C'est le Dick Van Dyke Show, I Love Lucy, The Sandy, je sais pas trop ce que c'est, mais ça ce truc un peu à la Brady Bunch ou ce genre de truc. Oui, je sais The Brady Bunch, je crois. Années 80, ça devait être... C'est le truc avec dans le générique, ils sont à la fête foraine, là, je crois. Ouais, oui, c'est ça. Oui, Notre Belle Famille. Oui, c'est ça. Français, et Malcolm. Ouais, non, c'est vraiment que des sitcoms sur des familles. Ouais. J'avais pas remarqué ça, c'est vrai. Ouais, du coup, ça monte à chaque fois la place à chaque fois de la mère de familles différentes. Oui. Modern Family aussi. Ça termine sur Oui. Modern Family. Mais non, franchement, très fort, bravo. Puis Elizabeth Holmes, c'est chouette. Elizabeth Holmes. Tu dis ça parce que t'as ton pull noir en col roulé. Elizabeth Olsen. One drop of blood. Elizabeth Olsen, oui, excellente. Oui. Enfin, ils sont tous bien. Lui aussi, là, Vision. Oui. Paul Bettany. Voilà. Donc voilà, je suis qui jouait le moine méchant dans le Da Vinci Code. C'est lui qu'on voit se fouetter avec des barres cloutées, là. C'est ça. Moi, je ne connais Paul Bettany que du Da Vinci Code. À chaque fois que je vois son nom, je fais « Ah, c'est le moine dans le Da Vinci Code. » Le moine tout nu couvert de sang. C'est ça, qui essaie de tuer Tom Hanks. Oui. Enfin, voilà. Bon, voilà. Super. Je suis contente que tu aimais WandaVision. Oui, ça valait le coup. À ton tour. En 6e position, j'ai mis It's a Sin, et c'est la nouvelle série de Russell T. Davies. C'était en 2021 ? Alors, c'est ma première série de 2021. Bonne année. Je l'ai regardée, vraiment, j'ai commencé l'année avec cette série.
Et c'était dur. Donc c'est une série qui parle qui suit un groupe d'amis qui vit à Londres, j'ai envie de dire, enfin en tout cas en Angleterre, et ça raconte en fait les années SIDA, mais vraiment du point de vue des gens qui vivaient en Angleterre à cette époque-là. Je crois, la première œuvre que je voyais qui parlait de ça, la plupart des films que j'ai regardés qui parlaient de ce sujet étaient plutôt des films américains. Et là, j'ai appris plein de choses, en l'occurrence le fait que la relation que les gens avaient face à l'information, ce qui arrivait comme info des États-Unis, ce qui était vrai ou pas vrai. Du coup, il y avait quelque chose de... C'était assez moderne en fait, parce qu'il y avait ce rapport aux news et aux fake news qui, même si ça se passait dans les années 80, était toujours d'actualité, juste sans Internet en fait. Et du coup, c'était vraiment très intéressant. Le groupe de personnages est absolument incroyable. On retrouve un peu ça m'a un peu rappelé l'ambiance de ces séries précédentes comme Cucumber et Banana, de petites familles trouvées qui vivent dans le même appartement. Cette belle communauté queer qui se soutient, qui s'aime très fort et qui va vivre des choses très très dures au fil de la série. Et donc ça fait que c'était une série en même temps très agréable à regarder parce que les personnages sont terriblement attachants et leurs relations sont si drôles et touchantes et tout ça, et en même temps et vu le sujet on peut imaginer que ça va pas être une série rigolote du tout, et c'est le cas. C'est très difficile. Il y a des scènes qui sont terribles à regarder. Il y a une scène en particulier, il y a un beau casting dans cette série, et en particulier l'actrice de Bodyguard. Tu vois qui c'est cette actrice? Oui, celle qui joue la ministre. Elle joue la mère du personnage principal, et donc il y a cette scène où elle arrive à l'hôpital, où elle apprend que son fils est malade, et c'est un espèce de plan séquence où elle a une réaction complètement assez réaliste en fait, où elle comprend pas ce qui se passe. Elle fait que sortir de la chambre, revenir dans la chambre, aller gueuler sur un médecin, puis revenir dans la chambre pour gueuler sur son fils. Enfin, cette scène, elle était très très forte, et il y a que des scènes comme ça pendant toute la série. C'est fantastique. L'acteur principal, il s'appelle Holly Alexander, et vous le connaissez peut-être parce que c'est le chanteur d'un groupe que je ne connaissais pas, qui est assez connu. Son groupe s'appelle Years and Years. Je ne sais pas si tu connais. Je connais parce que les gens en ont parlé depuis la série, ouais. D'accord, je ne connaissais pas du tout le groupe Years and Years. Rien à voir avec la série Years and Years d'ailleurs, hein, c'est juste, ils ont le Pur même hasard. mais donc en tout cas c'est un très très bon acteur, parce que vraiment il porte cette série d'une manière assez phénoménale. Donc voilà, donc It's a Sin, c'est forcément une série difficile, mais c'est superbe. Encore une très très bonne série de Russell T Davies. Voilà, il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas, des séries de ce showrunner. Voilà. Russell T Davies qui revient pour Doctor Who, hein. Je suis pas fou. Oui. Très bien. J'avoue, j'ai hâte. L'ère créateur de Broadchurch là ne m'a pas trop plu. On sait toujours pas qui remplace Jodie Whittaker, au fait. Non, toujours pas. Elle sera remplacée, on est d'accord. Elle part avec le... Oui, elle part avec le showrunner. Et ensuite, pour la 5e position, j'ai terminé la campagne 2 après 3 ans après 3 ans de visionnage, la campagne 2 de Critical Role, qui est une web-série. C'est une partie de Donjons et Dragons jouée par des acteurs de doublage de jeux vidéo et de dessins animés. C'est un peu comme si... et c'est plutôt c'est vraiment le pitch de base, et c'est ce qui nous a intéressé. C'est, tiens, qu'est-ce que ça donnerait Donjons et Dragons si c'était interprété, joué, role-playé par des acteurs, littéralement, qui en plus sont des acteurs de doublage. Et comme c'est un médium qui est vraiment plus audio que visuel, même si c'est toujours, ça existe en version podcast par exemple, on peut très bien juste écouter ça, mais c'est toujours sympa de les regarder eux-mêmes parce qu'ils sont drôles et ils sont bêtes. Mais donc voilà, donc c'est du coup plus une web série qui va permettre à des acteurs de développer vraiment leur talent, d'incarner des personnages, aussi leur talent d'écriture, comment ils vont écrire les backstories de leurs personnages, comment ils vont
comment ils vont mettre en scène leur dialogue, comment ils vont. Donc c'est vraiment ça. Mais en tout cas, c'est très sympa. Là, ils en étaient. Alors là, ils ont terminé leur campagne de cette année, qu'ils ont commencé en 2018, je crois. C'est devenu vraiment quelque chose d'énorme. Ils sont vus par des millions de gens. Ils brassent un public de dingue, ils font des lives, ils remplissent des salles, ils remplissent des stades limite. Non, j'exagère, mais c'est vraiment une sous-culture énorme qui s'est formée autour de ça, qui ont créé cette espèce de succès qui est assez bon et c'est mauvais côté comme toute chose qui devient populaire sur Internet. Jules et moi, on a vu des fandoms naître et s'effondrer, telles des civilisations. On a tels des êtres immortels qui ont traversé les civilisations, on en a vu des Nous choses. sommes les Valar. C'est ça, on est un peu les Valar et Critical Role en fait partie comme tout. Mais en tout cas, j'ai fini cette campagne 2 effectivement qui était très bien avec ces personnages hauts en couleur, très 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 touchant. Là, on est dans la campagne 3. On est vraiment à son démarrage, je vais pas la commenter parce que c'est vraiment une campagne en fait pour vous donner une idée. Ils font à peu près un épisode toutes les semaines à peu près. Une session fait entre 3 et 4 heures. Donc voilà, c'est des épisodes de 3 à 4 heures. Donc oyez, oyez, les gens qui ont besoin de podcasts, de choses à regarder pendant que vous faites le ménage, le repassage, que vous prenez la voiture ou je ne sais quoi, vous pouvez regarder Critical Role. C'est une centaine d'épisodes par campagne, des épisodes de 3-4 heures. Ça peut vous occuper. Et ça peut aussi devenir votre nouvelle obsession, parce que c'est vrai, quand on est à fond dedans, c'est vraiment une très belle aventure à partager et à vivre. C'est très émouvant parce ils sont très très doués. C'est vraiment des très bons acteurs. Quand ils font pleurer leur personnage, t'as envie de pleurer aussi. Il y a peut-être des gens que vous connaissez. Il y a Ashley Johnson qui interprète Hailey dans The Last of Us Yes. et qui joue dans tu sais, la série avec les tatouages là. Tu sais, on avait fait une blague dans les Upfront où on disait qu'on allait écarter ses fesses et trouver un tatouage. Tu sais, c'est une meuf qui trouve nue dans Times Square couverte de tatouages. Tu te souviens pas de ça? Mais attends. Elle joue, Mais une elle, c'est médecin pas, légiste, quoi. Non, non, elle joue pas la meuf couverte de tatouages, mais elle Ah oui, joue dans. voilà, c'est ça, c'est ça. Elle s'appelle Alexis, je sais plus quoi. Ouais, c'est Bah ça. oui, je Il vois y très bien. a Laura Bailey qui joue dans Last of Us 2 Oui, et dans plein d'autres jeux vidéo. et dans plein de jeux vidéo. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui sont hyper connus plus pour les Américains, je pense, parce que c'est vraiment les voix de leur enfance, c'est les voix des doublages de Dragon Ball Z, c'est les voix des jeux vidéo qu'ils ont joués. Voilà, c'est comme si nous, on avait le doubleur de Roger Carrel. Voilà, peut-être pas Roger Carrel. Mais voilà, ce qu'on vous oui, voilà, voilà, on a Roger Carrel, le doubleur de Sacha, le doubleur de Jim Carrey et Aurélien Ringelheim. c'est ça, et la doubleuse de Sangoku qui tout d'un coup se mettait à jouer à Donjons et Dragons si tu veux ou d'autres équivalents. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est une web série qui amène une grosse communauté parce que il y a voilà, une grosse dose de nostalgie dedans. Mais on sera amené, je pense, à parler de Critical Role par la suite parce que je continue. Anyway, donc voilà, Critical Role, campagne 2, cette année, j'étais très content. Nice. Et toi, en 5e position? En 5e position, j'ai mis l'événement télévisuel que fut The White Lotus. Alors, c'est si bien. C'est trop génial. C'est celui avec Jennifer Coolidge. Oui. Oui, que la série qui a rappelé au monde, et j'en fais partie parce que effectivement, j'ai pas consommé beaucoup de contenu avec Jennifer Coolidge, mais The White Lotus était incroyable. C'est ce genre de série où t'as un peu l'impression d'avoir de la fièvre quand tu la regardes. C'était genre, oui, quoi, pourquoi? Un peu comme David Lynch. Puis alors. Non, parce que c'est beaucoup plus terre à terre quand même. Il y a clairement. On va dire que juste tu sais, ces personnages qui ont des réactions très bizarres aux situations qu'ils rencontrent. Le fait que la série soit. Sa musique ait été composée par Cristobal Machin, là, qui a fait la musique de Utopia et tout ça. C'est lui aussi qui fait la musique de The White Lotus. Et ça a rajouté beaucoup à cette ambiance un peu psychédélique et tout ça, parce que
c'est toujours des musiques, c'est un mélange d'instruments et de bruits humains. Là, par exemple, le thème principal, c'est des gens qui respirent fort, c'est genre... D'accord. Donc ça, ça rajoute vraiment le côté un peu... En fait, The White Lotus, c'est une cocotte minute, en fait. On a l'impression qu'il y a un truc qui boue, et à un moment, ça a pété, et effectivement, à la fin, ça pète. Pas comme on pensait que ça allait péter. Les personnages sont tous un peu... c'est un mélange de pitoyable, méchant, certains sont touchants. Il y a aussi un vrai... Ça se passe... Je vous ai même pas parlé de l'histoire, ça se passe dans un hôtel, en fait, c'est un hôtel, un palace. Un palace... Sur une île. Sur une île. Je voudrais juste être sûre de où c'est. C'est à Maui, l'île de Maui. Donc c'est parmi les îles hawaïennes. Et donc c'est vraiment ce palace avec ses clients très très riches, majoritairement blancs, qui profitent donc de cet hôtel qui a été, on l'apprend après, bâti sur des terres qui appartenaient à des personnes locales. Donc il y a en même temps dans la série un énorme propos des relations qui fréquentent ces îles paradisiaques aujourd'hui, à qui elles appartenaient avant qu'elles soient récupérées par des grands milliardaires riches qui ont mis des hôtels dessus. Donc il y a vraiment ce rapport de classe, ce rapport entre différentes races aussi. Enfin, c'est très complexe dans ce que ça raconte. C'est très drôle et en même temps c'est vraiment il y a un personnage en particulier, je vous dirai pas lequel parce que je veux pas vous spoiler, mais qui déchire le cœur parce qu'on veut qu'il lui arrive que des bonnes choses et la série lui promet que des belles choses, et on va dire que ce personnage n'enchaîne que les déceptions pendant toute la série, et c'est très dur à voir, mais ça fait partie du propos de la série aussi. Donc c'était sensationnel, et c'est aussi un murder mystery parce qu'on apprend au début en fait de la série qu'il y a eu un meurtre dans l'hôtel, et on va comprendre de cet épisode qui meurt et pourquoi. Voilà. Alors, qu'as-tu mis en 4e position? On s'approche du numéro 1. Oui, j'ai mis en début d'année, j'ai vu la saison 5 de The Expanse, donc ma seule et unique série de science-fiction que je regarde en ce moment, parce que c'est pas la joie les séries de science-fiction en ce moment, ça n'a jamais été très la joie. Si, tu regardes Perdu dans l'espace aussi. J'ai vu Perdu dans l'espace il y a des années, j'ai toujours pas repris, j'ai vu la saison 1. Ah, je pensais que tu continuais. Je vais continuer, mais j'ai pas encore, ça n'a pas encore été le cas pour l'instant. Mais oui, tu as raison. Mais là, de ce que je regarde actuellement en cours, il y a The Expanse. J'ai commencé la saison 6 là. Et la saison 5 était bien. Il y a un super épisode avec le personnage de Naomi Nagata qui se retrouve. Tu sais, c'est un peu un huis clos à la Gravity, si tu veux. Ouais. Mais en un peu plus éprouvant physiquement et mentalement. La meuf, en fait, elle a dû s'échapper d'un vaisseau pour aller dans un autre vaisseau, mais elle est passée par la porte de sortie sans combinaison. Donc elle a traversé. Comment c'est possible? Bon, on va dire que ça passe. On va dire parce que je crois que théoriquement, si tu passes un certain temps dans l'espace, tu peux survivre. Tu sais, un peu comme dans Battlestar Galactica. Tu sais, à un moment, ils sont obligés de sortir d'un... Tu sais, ils sont dans un petit vaisseau, un petit minivan, si vous voulez, et pour rentrer dans le gros vaisseau, ils sont obligés de traverser l'espace pendant quelques secondes. Et donc, c'est plus ou moins ce qui arrive à ce personnage. Plus, on va le dire, je pense qu'à mon avis, elle a dû choper un kit de premier secours et se planter un truc avec une aiguille, une espèce de sérum magique du futur qui fait que, voilà, survie. Mais du coup, après, pendant tout le reste de l'épisode, elle est toute seule dans un espèce de vieux vaisseau délabré qu'elle essaye de réparer par elle-même. Il lui manque de l'oxygène, elle galère, elle est couverte d'engelures, parce qu'elle a eu froid, parce qu'il fait moins 200 degrés, elle est complètement déshydratée parce que elle a eu froid. Parce que le vide de l'espace te vide de ton eau. Donc c'est atroce, et c'est une super performance de l'actrice. J'étais sur le bord de ma chaise pendant tout l'épisode. Et franchement, l'actrice a été extraordinaire pendant tout cet épisode. Il était vachement bien. Et puis,
et puis donc c'est un peu, pour résumer la série en gros, il y a un peu 3 puissances dans le système solaire. C'est une série qui se veut très, très réaliste, quasiment d'anticipation. On est peut-être 150 ans plus loin que nous, dans un futur quand même assez proche. Et il y a un peu donc 3 puissances. Il y a la Terre, Mars et ceux qui vivent dans la ceinture d'astéroïdes, ces espèces d'astéroïdes qui sont entre Jupiter et Mars, si vous voulez, qui sont un peu le tiers-monde de cette société, et donc ils sont un peu pris de manière de haute par Mars et la Terre, et donc ils se vengent plus ou moins, ou ils dérivent des astéroïdes et ils les balancent sur la Terre. Et la Terre a pas le temps de voir venir les astéroïdes, et donc c'est un peu ce côté innovant d'attaquer un ennemi, de lui balancer des astéroïdes dans la gueule. C'est super sympa. Donc ouais, c'était une bonne saison. Alors moi en 4, donc rien il y a... C'est pas vraiment des astéroïdes, mais on peut considérer que les personnages sont des astéroïdes en elles-mêmes, parce qu'elles sont chaotiques et belles en même temps. Je vois de quoi tu vas parler. Je vais parler de Girls 5 Eva. Ah non, pas du tout. Girls 5 Eva, c'est la nouvelle série produite et écrite, je crois, en partie par Tina Fey et Robert Kalrock, qui avaient tous les deux bossé sur Kimmy Schmidt notamment, et sur The Mayor aussi en ce moment. Et le pitch est cool de Girls 5 Eva. C'est en gros un girls band dans les années 90, un peu l'équivalent américain des Spice Girls, avec un peu les mêmes profils. Qu'est-ce qui serait arrivé si elles n'avaient eu qu'en fait qu'un seul hit, et que 20 ans plus tard, elles décident, alors qu'elles ont toutes plus de à peu près 45 ans, de se remettre ensemble et de ressortir un album, en gros. Alors qu'elles ont toutes... je crois qu'en fait, elles sont remises un peu au goût du jour parce qu'il y a un rappeur qui utilise un bout de leur musique truc, ouais, pour sampler leur truc. Donc du coup, il y a une nouvelle génération qui apprend à les connaître. Et donc, il y a celle qui était un peu la plus musicale du groupe, qui est jouée par une actrice de Broadway, celle qui a créé la comédie musicale Waitress, qui joue super bien. Et elle est en mode genre, mais il faut surfer sur cette vague. Elle a un peu abandonné sa carrière de musicienne et elle s'en est toujours voulu. Et donc elle décide un peu, comme dans Ocean's 11, d'aller chercher toutes les autres, sachant qu'il y en a une qui est malheureusement décédée. C'est un peu le côté un peu triste de cette histoire, et c'est vraiment touchant. Il y a vraiment une des 5 qui est morte, et ça les a beaucoup marqués. Elle est jouée par Ashley Park, je crois que c'est elle qui joue dans Emily in Paris maintenant. Parce qu'on les voit jeunes et on les voit jeunes et adultes. Et adultes, exactement. Il y a aussi Busy Phillips, qu'on aime beaucoup, qui est maintenant mariée à cet influenceur qui est clairement homosexuel, mais qui ne... je crois qu'elle est la seule à ne pas être au courant. C'est trop triste. Il s'occupe carrément pas d'elle, en fait il est toujours ailleurs, et pour lui parler elle est obligée de payer des caméos sur le site cameo.com pour qu'il puisse lui envoyer des messages. C'est très très drôle, c'est très triste. Il y a aussi Paula Pell. C'est cette nana, cette actrice, vous la voyez dans plein de choses. Elle jouait la femme de Pete dans 30 Rock. Elle s'appelait aussi Paula d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et il y a, je vais garder le meilleur pour la fin, il y a Renée Elise Goldsberry. Tout à fait. Qui joue dans Hamilton, dans The Good Life aussi. Voilà. C'est quoi Hamilton ? Qui joue un peu celle qui vit dans une espèce de désillusion totale, où elle pense qu'elle est encore... elle est toujours une star, elle se filme pour faire croire qu'elle est dans des jets alors qu'elle n'est pas dans des jets et tout ça. Elle vit un peu sa vie plus chère que ses revenus. C'est génial, c'est à mourir de rire, c'est tellement drôle. Les chansons sont plutôt sympas parce qu'on a le droit à pas mal de petites chansons. Il y a notamment une chanson qui m'a fait trop rire parce que la personnage principale a un petit garçon, c'est son seul enfant, et elle l'élève à New York.
Et à un moment, il y a quelqu'un qui fait le marquer, mais ton enfant, c'est un lonely boy from New York. Et là, elle fait toute une chanson sur ces enfants qui sont enfants uniques et qui vivent à New York et qui sont trop matures pour leur âge, qui lisent l'équivalent du Télérama, ils traînent qu'avec des adultes, ils sont un peu des enfants hipsters, quoi, ils mettent des petits fedoras, tout ça. Et quelqu'un lui fait marquer que son enfant, il a pas une vraie enfance. En gros, du coup, elle est traumatisée, elle a envie de non, mais tu veux pas jouer avec des jouets? Non, maman, je préfère aller voir la nouvelle pièce. Il y a de très très bonnes. Je vais aller voir le dernier Almodovar. Critiques. Non, mais c'est ça. Et donc, il y a toute cette chanson, et je crois que cette chanson s'appelle Lonely New Yorker Boy, ou un truc comme ça. C'est très très drôle. J'ai adoré cette série. Elle va revenir pour une saison 2, et c'est sensationnel. Voilà. Et le titre se prononce comme ça. Girls Five Ever. Voilà. Ouh. Et on arrive dans les top 3. Et en top 3, bon, on va arriver sur des séries un peu plus sérieuses. J'ai découvert Atlanta, que je n'avais pas encore vu. Donc j'ai regardé la saison 1, qui est effectivement très bien. Atlanta, donc cette série de Donald Glover. Oui. Exactement. Qui raconte l'histoire de Earn, un jeune garçon qui, j'ai envie de dire, tente, parce qu'il le fait tant bien que mal, d'être manager de son cousin, qui est un rappeur qui s'appelle Paperboy. Non, ça c'est le nom de la chanson. Mais c'est le nom du... Non, c'est son nom. Oui, c'est son nom aussi de rappeur ça. aussi. C'est son nom de rappeur aussi. Dans la ville d'Atlanta. Donc ça parle, donc ça parle des quartiers populaires parce qu'ils sont des... Voilà, ils sont pas, c'est pas le rap bling bling comme il peut avoir. C'est vraiment des buts. On fait des mixtapes. On essaie de passer dans des petites radios. On fait des deals avec des boîtes. Donc c'est vraiment ce côté un peu de la démerde, d'essayer de faire monter la sauce de son artiste. Et en même temps, il faut qu'il gère tous les problèmes de classe et de race de l'Amérique actuelle, tout le racisme ordinaire de son entourage. On sait aussi pas mal alors je sais pas comment sa femme, c'est sa copine sont ensemble, ils sont pas ensemble. Pour moi, ils étaient pas ensemble. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Mais c'est comme je crois qu'ils ont divorcé. Oui, mais c'est ils sont ce genre toujours un peu ensemble. c'est ça, c'est ce genre de relation complètement compliquée comme pas mal de gens peuvent avoir que tu as du mal à résumer où tu dis mais c'est toujours des potes qui se disent mais je crois que vous êtes plus ensemble, pourquoi vous vivez encore ensemble? Ils disent oui, mais c'est compliqué, enfin bon, bref. Puis ils ont un enfant aussi. Ils ont aussi il y a aussi un enfant dans qu'on voit pas l'histoire. souvent, mais ils ont un enfant. Voilà. Et elle est vachement bien. Il y a des épisodes pas mal qui sont focus sur elle. Elle est prof dans une école publique. Il y a un épisode que j'ai bien aimé où elle retrouve une amie du lycée, je crois, ou de la fac à elle, qui est richissime au possible, qui arrive en jet. Et donc, c'est souvent gênant où t'as tes potes plus riches que toi qui t'amènent au resto et tu regardes la carte et tu veux juste commander un verre d'eau et une salade parce que c'est juste indécent et en même temps t'as pas envie d'avoir la honte devant ta pote derrière elle et le pire c'est quand elle comprend et du coup elle veut t'offrir la bouffe et c'est horrible, enfin bref, il y a plein de choses qui se disent, c'est vraiment très bien écrit, énormément de choses se disent, que la série va pas non plus te prendre par la main. C'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe, mais je trouve que c'est plutôt bien parce que la série fait pas un peu l'insulte de traiter de traiter de plein de sujets de manière très basique et de débutant. Elle va vraiment aller dans la subtilité, dans la problématique de certaines choses. Et non, franchement, c'est très fort. Il y a plein de choses qui ont très mal vieilli. Il y a beaucoup de choses ont été dites sur cette série, sur des choses qui vont pas. Mais je suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Mais non, franchement, c'est vraiment une bonne série non, c'était très. Tu m'avais dit que ça faisait penser un peu à Lynch, et je pense que ça va être plus évident avec la saison 2. Mais c'est vrai qu'il y a un peu des traces et des clés, des moments très étranges, comme tu dis, un peu comme. Bon, je vais pas comparer Tina Fey et Donald Glover, mais en même temps, comme leur carrière se sont un peu rejoints à un moment, c'est assez drôle. Mais oui, il y a souvent des moments un peu fantastiques, un peu bizarres. Tout d'un coup, il y a un personnage très étrange qui fixe le héros au fond d'une pièce. Il y a des moments un peu bizarres et un peu angoissants qui sont pas très naturels, un peu fantastiques qui arrivent et qui se dit ouh, je crois que la série veut aussi
jouer avec mes peurs et jouer avec par moments il y a des situations tellement surréalistes et étranges que je ne pense que tu ne peux que t'exprimer en faisant un peu de l'horreur, un peu du Oui. fantastique. Effectivement, dans la saison 2, ce sera encore plus clair. C'est ça. Ça. Et puis l'horreur est un genre qui est très politique de manière générale, parce que c'est pour ça que c'est un genre qui est très prisé des minorités, parce que ça te permet de retransmettre tellement de choses de manière subtile et pas trop in your face, mais très cryptique. Et ça fonctionne. Donc ouais, Atlanta, vachement bien. Qui revient cette année. Qui revient cette année. Ans, c'est ça. 3 ans Moi, de je hiatus, commence maintenant, et le hiatus, voilà. je l'aurais pas vu. Ouais. Alors, c'est très drôle. Je réalise que dans mon top 5, il y a 3 séries qui parlent d'un groupe de musique. Ok. Voilà. Donc, le premier, c'était Girls 5 Eva. Et le troisième, c'est... alors, vraiment, il y a 2 séries de mon top que je n'ai absolument pas vu venir, que j'ai un peu commencé, genre, oui, ok. Et en fait, je me suis dit, mais je crois que c'est une des meilleures séries de l'année, pour moi. C'est The Beatles, Get Back, la série documentaire réalisée par Peter Jackson. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce projet. Est-ce que j'ai entendu parler des Beatles? Oui, who the fuck are the Beatles? donc ce projet, non. En gros, alors je tiens à dire que jusqu'à présent, je ne connaissais rien aux Beatles, à part le fait que le seul rapport que j'avais aux Beatles, c'était que mon oncle me faisait pas mal de compiles quand j'étais adolescente pour me faire connaître les Beatles justement, et j'écoutais 2 compiles un peu en boucle parce que j'aimais bien. On va dire que j'écoutais leur musique, mais jusqu'à ce documentaire, je crois que je ne pouvais même pas, je n'aurais jamais reconnu, peut-être à part Paul McCartney et John Lennon, je ne connaissais même pas physiquement ces garçons en fait. Je les aurais croisés dans la rue, enfin l'un d'entre eux, je l'aurais pas reconnu. Vraiment, c'était juste des musiques que j'écoutais de temps en temps, mais je m'étais jamais vraiment intéressée à leur histoire. J'étais un peu au courant des basiques, j'étais un peu au courant des bases, mais pas vraiment en détail. Donc ce documentaire, ce projet est assez colossal. En gros, alors encore une fois, je ne suis pas une spécialiste des Beatles, donc j'espère que je ne vais pas dire des bêtises, mais en gros, en 69, c'était un peu la fin de la carrière des Beatles. On sentait que donc ils avaient eu 10 années absolument incroyables, et là, ça commençait un peu à sentir le sapin, et il y avait des rumeurs comme quoi le groupe était au bord d'exploser. Donc, ils voulaient faire un nouvel album qui s'avérera être leur dernier, qui s'appelle Let It Be. Et le projet, c'était qu'en gros, ils louaient un endroit, ils s'enfermaient dans cet endroit pendant 5 semaines. Et en 5 semaines, ils devaient écrire 14 chansons. C'est-à-dire composer et enregistrer 14 chansons. Ça me paraît court, 5 semaines, non? C'est extrêmement court, c'est pas beaucoup du tout. Même pour des gens qui savent composer aussi facilement que eux, c'était quand même ambitieux. Et à la fin des 5 semaines, un concert dans un lieu encore non défini. Okay. Et en gros, l'album, ce serait le concert. En gros. Il y aura un challenge de Drag Race. Oui, c'est un peu ça. Ils se retrouvent dans le lieu qu'ils ont trouvé parce que Ringo Starr allait tourner un film dans quelques semaines. Le producteur du film leur a filé le studio. Donc imaginez, quand je vous dis un studio de cinéma, je sais pas quel un hangar, quoi. Voilà, t'imagines un hangar. Si je te dis que, ok, vous avez ce lieu pour enregistrer des chansons avec les 4 petits Beatles, tu peux te dire, c'est pas forcément le lieu le plus adapté. C'est-à-dire que c'est grand, il y a de l'écho. Voilà, 4 musiciens, c'est tout petit. Donc en plus, ils jouent de manière assez proche les uns des autres. Donc on se dit, c'est beaucoup trop grand comme lieu pour ce projet. Mais bon. Le projet aussi, c'était de se faire filmer. Il y avait 1 milliard de caméras avec eux. Et le deal, c'était vous filmez tout. Et à la fin, on fera un documentaire. Ce documentaire n'a jamais vraiment existé dans la forme qu'il aurait dû être. Et Peter Jackson est, je pense... donc, Peter Jackson, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le réalisateur du Seigneur des Anneaux.
Et s'il y a bien une chose que j'ai appris pendant mes années Seigneur des Anneaux avec lui, c'est que je crois qu'il n'y a pas plus grande fan des Beatles que Peter Jackson. Et aussi de manière intéressante, il n'y avait pas peut-être plus grand fan du Seigneur des Anneaux que les Beatles. Et en gros, on lui a donné les rushs tournés pendant ce mois, donc c'était le mois de janvier 69. Je crois je me souviens plus exactement du nombre d'heures. Pendant que tu cherches, je vais essayer de citer les chansons que je connais des Beatles, je crois. Let It Be, Yesterday, Hey Jude. Oh bordel. Yellow Submarine. Bon bref, c'est pas grave. Ok. Il y avait donc un nombre de rushs impressionnant. Et ce qu'ils ont essayé de faire avec Peter Jackson et son équipe, c'est donc remasteriser ces images, donc les retravailler pour qu'elles aient l'air beaucoup plus belles, et raconter une histoire avec ces heures de rush, les mettre dans l'ordre. Enfin, c'est vraiment, toi qui aimes le montage, c'est un travail de montage sensationnel, Get Back, qui m'a impressionné. Et Peter Jackson a un très bon monteur, et donc ça se voit, je trouve. C'est le même monteur que le Seigneur des Anneaux ? Je ne crois pas. Il faudrait que je revérifie. Le Seigneur des Anneaux a été monté par 3 monteurs différents. Il y a un monteur différent par film. Il faudrait que je revérifie pour Get Back. Mais en gros, ce que je peux vous dire sur Get Back, c'est que moi, j'ai vraiment pris le documentaire. Donc, c'est 3 épisodes de 2h30. Donc, c'est intense. Et je pensais vraiment que j'allais pas regarder en entier. J'ai juste commencé un peu pour le fun, voilà. Et en fait, je n'ai pas réussi à m'arrêter de regarder parce que j'avais l'impression de regarder une série comme The Office, en fait. C'est-à-dire que la proximité des caméras sur ces 4 garçons était telle que j'arrivais enfin à décerner la personnalité de chacun. Et c'est absolument fascinant de découvrir les dynamiques qui existaient au sein de ce groupe. Et que au fil de la série, on commence à comprendre, ok, donc lui, il est jaloux de lui, il est jaloux des deux, lui, il s'en fout, du coup, lui, il admire lui. Enfin, ça donne vraiment, on se croirait vraiment dans une série qui se passe sur le lieu de travail comme The Office ou Superstore. En plus, c'est filmé en documentaire, donc c'est un peu la même manière de filmer. Non, il y a zéro voix. Il n'y a pas de carton, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien hormis eux. Et tous les gens qui étaient sur le tournage avec eux, parce qu'il y avait leurs compagnes, leurs producteurs, des gens qui viennent les voir de temps en temps. Et c'est fascinant. C'est fascinant, c'est très très drôle. On comprend un peu le rôle que chacun avait. Par exemple, Paul, c'était clairement celui qui déconne tout le temps et qui de temps en temps tape sur la table en disant « Bon, on arrête les conneries, on travaille ». Lennon, c'est celui qui arrive avec 5 heures de retard et qui fout rien, mais quand il fout quelque chose, c'est tout de suite bien, donc c'est rageant. Et c'était drôle, c'est drôle. Alors je suis tombée un peu amoureuse de Paul McCartney pendant ce documentaire, parce que qu'est-ce qu'il est beau cette période. Il a les cheveux, ils sont un peu à mousquetaire, là, avec des grands cheveux noirs, avec une grande barbe, ils sont tous barbus pendant ce truc-là. Ringo Starr, c'était un espèce de petit amour, là. En fait, les 3 s'engueulent tout le temps. Et lui, il est un peu genre, bon, ben, vous me préviendrez quand vous voulez qu'on enregistre. Oh non, trop mignon. Il est juste trop gentil. Il voue une espèce de fascination et d'admiration envers Paul McCartney qui est trop mignon. D'ailleurs, c'était eux qui devaient jouer Frodon et Sam dans leur possible adaptation qu'ils avaient inventée à l'époque, et je comprends pourquoi. Il y a un moment où Paul McCartney, il est au piano, puis il y a Ringo qui le regarde, et genre, t'as des étoiles dans les yeux, puis il dit à quelqu'un genre « je pourrais le regarder jouer pendant des heures ». C'est trop mignon. J'aime beaucoup que Peter Jackson ait des capacités à nous raconter des histoires de jeunes garçons anglais qui s'aiment très très fort. J'ai retrouvé pas mal de dynamique là-dessus. Et je terminerai là-dessus, mais il y a dans ce documentaire un truc que j'ai l'impression que je n'avais jamais vu jusque-là. On assiste au moment où Paul McCartney compose... c'est Get Back, je crois.
Et je veux pas mettre les Beatles sur un piédestal, parce que je sais qu'on peut être très dithyrambique autour des Beatles. Moi, j'aime beaucoup, mais j'entends très bien que c'est pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, quand on les voit travailler, on se rend compte que c'est des gars, en particulier Paul McCartney, qui avait une facilité pour la composition assez impressionnante, qui ne savait même pas lire la musique et pourtant arrivait à pondre des mélodies qui étaient tout de suite catchy, tout de suite sympas. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir des musiciens travailler. Et il y a ce moment où on voit le moment où il compose Get Back, où il est sur sa guitare, puis on voit qu'il traficouille. C'est laquelle, Get Back? Tu sais, c'est... Et le refrain, c'est Get Back, Get Back. Ah, il demande si je mets de la musique. Et donc, il est à sa guitare, il essaye des trucs, on comprend pas trop ce qu'il fait, c'est pas terrible. Puis au bout d'un moment, on commence à reconnaître. Et puis, en l'espace de 5 minutes, il a composé la musique et on a assisté à ça. J'ai trouvé ça, c'est très très beau. J'avais, tu sais, quand on lit ces annonces, on se dit genre, je me demande le moment où Tolkien il a eu l'idée de ça. Et là, tu le vois en images, c'est assez impressionnant. Donc voilà, si vous êtes fan des Beatles, je ne peux que vous recommander Get Back. Si vous supportez pas les Beatles, c'est pas vraiment le truc pour vous, effectivement, parce que c'est vraiment 8 heures intenses de Beatles, c'est pas tout. Mais si comme moi, vous étiez juste un peu genre c'était très très agréable. J'ai vraiment adoré, et quel travail de montage et de restauration, parce que les images visuellement on dirait que ça a été filmé avec un téléphone hier, quoi. C'est dingue. C'est vrai que c'est 4 visages qu'on a toujours l'habitude de voir en noir et blanc, en mode VHS, avec une super mauvaise qualité. Et là, ils sont là, quoi. Ça les rend très réalistes et très humains, en fait. Voilà. Très bien. Ça mérite la 3e place, quand même. C'est sur Disney, non? Oui, c'est sur Disney+. C'est Disney+, qui a fait ce projet. Eh bien, nous arrivons au top 2. Alors, on en a déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler parce que j'étais un peu frustré par les Drag Race ces derniers moments, que j'y ai pensé très fort. Drag Race Espagne était pour moi la meilleure saison de Drag Race de 2021. Il y en a quelques autres de bien. La 13 de US était bien, mais Drag Race Espagne me manque à mon petit cœur. J'ai envie de revoir le doux regard de Suprême Deluxe, le regard malicieux des 3 jurés, et toutes ces queens qui sont adorables et mignonnes. Le côté un peu rough de la saison, un petit peu mal fait, mais qui essaye de faire des efforts. La série qui essaye d'avoir sa propre identité. Enfin, on a déjà discuté de Drag Race Espace, mais ouais, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie d'entendre de l'espagnol, j'ai envie d'entendre Musica à chaque fin de à chaque fin d'épisode, avant de lancer le générique. Non, franchement, vivement qu'il revienne. Jury qui pleure tout le temps. Ce jury qui pleure tout le temps, qui est aussi très orni. Oui. Ils ont été très ornis. Puis je sais pas, ça porte le soleil alors que là il fait gris, on est au mois de janvier. Il y en a marre, on en manque de vitamine D. Donc, c'est vrai. Ça revient quand? Je sais pas du tout. Cette année, mais... Je crois que ça va revenir vite, je crois. J'espère. Et puis quelle gagnante. Et quelle gagnante. Incroyable. C'est un peu obvious, mais c'était quand même quelque chose. Et toi, qu'as-tu mis en top 2? En top 2, j'ai mis la série qui, je pensais, allait être en première, mais elle a été détrônée à la dernière minute. Mais elle est quand même... C'est quasi ma série préférée de cette année, c'est We Are Lady Parts. Cette série anglaise qui aura une saison 2. Wouh! Qui, je pensais être la seule à la regarder au début, mais j'ai l'impression que depuis qu'elle est sortie en France, il y a plus de gens qui la connaissent, et tant mieux, parce que c'est incroyable. Donc c'est encore une série qui parle d'un groupe de musique. Cette fois-ci, un groupe de rock composé uniquement de jeunes femmes musulmanes qui habitent à Londres, donc en Angleterre, et qui veulent faire du rock punk, en gros. Donc elles viennent toutes, elles partagent en commun leur religion, mais elles viennent toutes de familles et de traditions différentes. Elles ont toutes une
très différentes personnalités. Elles jouent toutes. Il y en a une qui a la guitare, une qui a la batterie. Il y en a une qui est extraordinaire. Je crois que c'est mon personnage préféré, qui est la manageuse du groupe. Ah oui, j'ai vu des extraits. Au début, ouais. Extraordinaire. Et d'ailleurs, la bande-annonce de la série est très bien. Je crois que je me souviens quand on l'avait vue, c'était ça qui nous avait donné envie de regarder. Et je crois qu'au début de la série, elle recherche une guitariste principale. Et elle la trouve en le personnage de Amina, qui est une... J'adore ce genre de personnage qui est très... je crois qu'elle est étudiante en microbiologie. Tu sais, la biologie des toutes petites choses. Oui, microbiologie. Voilà. Et le poison de Cusco. Et donc, elle n'arrive pas vraiment à gérer son stress. Et donc, le problème, c'est que quand elle a une grosse émotion, elle vomit et elle a diarrhée en même temps, en gros. Donc, du coup, c'est très compliqué pour elle de s'imaginer être dans un groupe de musique, mais elle joue très très bien de la guitare. Il y a ces scènes où quand elle joue la guitare, il y a des espèces de vent dans les cheveux qui la met en valeur et tout ça. C'est une série qui jongle un peu, comme on avait dit auparavant, entre le réalisme et le fantasme de manière assez organique. C'est tellement drôle. Je crois que c'est la série qui m'a fait le plus rire de tout 2021. Elles sont drôles. Les dialogues sont bien écrits. Tout ça est créé, écrit et réalisé par une seule et même personne. Elle s'appelle Nida Manzour. Et vraiment, quel beau script. C'est vraiment, vraiment super. Et toutes les actrices sont incroyables. J'en connaissais aucune. Celle qui joue la principale est tellement drôle. Elles ont tout un timing comique excellent. Puis c'est touchant, leur amitié est super belle, les chansons qu'elles chantent sont géniales, oui. Les problématiques qui sont adressées dans la série sont passionnantes et super humaines. Enfin, c'est un peu la série parfaite, je trouve. Voilà, c'est les séries comme on les aime, les séries anglaises comme on les aime. Voilà, je ne peux que vous la conseiller, mais de tout mon cœur, regardez cette série, elle est absolument extraordinaire. Voilà. Et Lady Parts, c'est le nom de leur groupe. Et elles commencent leur concert en disant « We are Lady Parts !» Et voilà. Voilà. Très bien. Et alors Hâte de voir ça. En 1. En 1, j'ai mis... J'ai mis la saison de What We Do in the Shadow. Je me souviens plus si on l'avait débriefé sa dernière saison ou pas. Je crois que non. Je crois que tu l'avais pas terminé, toi. Je l'avais pas terminé. Donc cette saison 3 qui était extraordinaire. À chaque fois, tu te dis, mais ils vont faire le tour du concept. En fait, pas du tout. Donc très rapidement, What We Do in the Shadow, c'est un documentaire sur des vampires, si vous voulez. C'est un résumé très rapide et qui ne fait pas honneur à cette extraordinaire série qui est très très drôle. Créée par Taika Waititi et Jemaine Clement, qui avait fait le film What We Do in the Shadow, qu'on vous recommande aussi, qui est très très drôle, qui est aussi un documentaire. Et donc là, c'est un peu un spin-off, si vous voulez. Le film se passe en Nouvelle-Zélande, là ça se passe aux États-Unis, dans l'État de New York, à Long Island, je crois. Et c'est tellement drôle, tellement drôle. C'est vraiment ces 3 vampires. Il y en a un qui est anglais, il y en a une, elle est grecque, et l'autre, il est d'Iran. Mais d'époques différentes. C'est-à-dire le vampire iranais, il est de l'époque des sultans et compagnie. Donc on va dire que c'est le plus vieux entre guillemets. Celle qui vient de Grèce, c'est peut-être plus le Moyen-Âge, je crois. Moyen-Âge, un truc comme ça. Et l'anglais, c'est plus l'époque victorienne. Donc ils ont vraiment 3 personnalités différentes, 3 visions du monde différentes, 3 passés différents. Et 3 attitudes différentes, parce que c'est un peu comme s'ils n'avaient pas grandi depuis le moment où ils ont été transformés en vampires. Ah oui, et il y a le vampire énergétique, qui est pour le coup pas un vampire qui se nourrit de sang, mais c'est un vampire qui... Vous savez, ces gens qu'on a tous connus, que ce soit un collègue... quelqu'un dans sa classe, un prof ou la boulangère qui, quand il vous parle, ça vous épuise. C'est pas forcément c'est à la fois ce qu'il dit et pas vraiment ce qu'il dit, c'est la façon dont ils le disent, qui vont vous raconter leur vie
y a toujours un truc qui va pas ou qui vont vous dire que des lieux communs, qui vont dire des choses pas intéressantes, qui vont parler de la météo et on s'en fout et c'est terrible et donc en fait, c'est la série veut vous faire croire que ces gens-là, en fait, sont des vampires et donc ils sont littéralement en train de vous ôter votre énergie vitale et c'est de ça dont ils se nourrissent, donc c'est très, très drôle. Donc c'est là, on rentre dans l'absurde et ils ont comme ils dorment le jour et vivent la nuit, qui sont complètement déconnectés du monde parce qu'ils n'arrivent plus à s'intégrer à notre époque, surtout que dans le XXe siècle, les choses ont évolué de plus en plus rapidement, donc ils ont de plus en plus de mal. On comprend plus ou moins que dans les siècles d'avant, ils arrivaient un peu plus à se fondre dans leur époque, dans la façon dont ils racontent leurs anecdotes, mais là on sent que tout est allé trop vite, ils sont complètement déconnectés, ils sont un peu en isolation dans leur bulle, dans leur joli manoir, poussiéreux et plein d'objets mystérieux et de coins sombres. Et donc ils ont un familier qui est joué par Guillermo de la Cruz, qui est joué par Harvey Guillem, ce super acteur qu'on a découvert, qui au début était un rôle quasiment muet en fait, et donc il est là pour plus ou moins faire leur linge, se débarrasser des cadavres de leurs victimes, leur apporter des nouvelles victimes aussi. Il faut qu'il leur apporte des vierges, donc il va dans des clubs d'échecs, ramener ce genre de choses, et je crois qu'il y a là de Non, plus il en va plus. dans des groupes de donjons et dragons. Enfin, Il pas va dans vraiment des donjons groupes et de dragons, mais Et ce personnage a grandeur une nature, là. et ce personnage a une trajectoire sur ces 3 saisons. C'est-à-dire qu'on commence par petit personnage muet qui dit rien à Buffy contre les vampires. C'est ça. C'est très très drôle. Et en fait, donc on a l'impression que c'est un concept qui va tourner en rond, comme tourne en rond un autre spin-off qui s'appelle Wellington Paranormal, qu'on aimait bien au début, mais ils n'arrivent pas à se renouveler parce qu'ils sont perdus dans leur concept, ils tournent en rond. Et What is in Shadow marche tellement bien. Et c'est vraiment cette série, à chaque fois qu'on la regarde, on a l'impression d'être chanceux de la croiser. Je me dis, mais c'est un cadeau de voir cette série toutes les semaines quand elle est diffusée parce que c'est tellement bien et on ne s'en remet pas à chaque fois. De se dire, mais c'est pour nous, c'est vrai, ça existe vraiment. Il y a zéro cynisme derrière, c'est extraordinaire. Donc vraiment, cette saison 3 était ouf, nous a laissé sur un cliffhanger complètement Oh oui. cruel. On veut que la 3 arrive le plus vite possible. Mais non, puis ils ont tous compris dans quelle série ils ont tous compris leur perso, ils sont tous extraordinaires. C'est vraiment, vraiment une très bonne série, avec plein de guest stars à chaque fois, très drôle. Des épisodes filler qui sont extraordinaires. Il y a un épisode avec une secte en mode années 80 qui est très très drôle. Non, franchement, regardez What Wings Wings the Shadow. C'est peut-être une chose à retenir de tout mon top, c'est ça. Oui. Je crois que c'est le genre de série où je peux t'entendre rire de Oui, chez toi, c'est ça. même si on habite à des kilomètres. Oui. Julia, qu'as-tu mis en ton top 1? Qu'est-ce que j'ai mis en premier? Eh bien, j'ai mis une série que je n'ai pas vu venir arriver. J'ai mis une série que je ne comptais pas regarder. Et ma petite sœur m'a forcé. Elle m'a dit, si, vas-y, regarde pour me faire plaisir. Moi, je regarde toujours les séries que tu regardes. Tu me conseilles. Toi, tu regardes aucune des séries que je te conseille. Regarde-la. Et donc, j'ai commencé Arcane sur Netflix, qui est une série animée basée sur le célèbre jeu multiplayer online qui s'appelle League of Legends, auquel je n'ai absolument jamais joué. Et donc ma sœur, en l'occurrence, me demandait de regarder parce qu'elle est fan de League of Legends. Donc c'est vrai que je me disais, mais non, mais pourquoi je regarderais ça, je joue pas aux jeux vidéo. Elle m'a dit, mais si, tu vas voir, il n'y a pas besoin d'avoir joué aux jeux vidéo, tu vas aimer, c'est génial. Et en fait, j'ai commencé, et c'est ce genre de truc où, au bout de quelques minutes d'épisode, tu fais « Oh, oh c'est bien. Oh, c'est très 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 bien. » Et en fait, quand j'ai fait mon top 10, là, je dis c'est la série qui m'a apporté le plus d'émotions et le plus de bonheur pendant toute cette année 2021. Je vais pas trop vous raconter l'histoire parce qu'elle est trop complexe. C'est
c'est de la fantasy, steampunk un peu, sur les rapports de classe dans une cité, avec les très très riches qui vivent très très riches et les très 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 pauvres qui vivent dans des espèces Des goûts. on dirait un peu dans le cinquième élément, Des égouts, l'endroit où quoi. les égouts avec plein de fumée, bah, c'est un peu là où vit le plus pauvre de la population, qui sont persécutés par la police des très riches en haut. Il y a des actions policières hyper violentes et meurtrières de manière régulière. Donc on suit un peu différents personnages, il y a une flopée de personnages. Chez les riches, c'est des scientifiques qui veulent mettre au point une technologie qui permettrait un peu d'améliorer la vie de tout le monde et d'explorer d'autres mondes. Donc on va dire que c'est l'aspect de la série que j'ai le moins aimé parce que les personnages me touchaient un peu moins. Même s'il y avait ce personnage génial qui est doublé par l'actrice principale de The Neighbours. Ah oui. Et du coup, j'étais contente parce que j'adore cette actrice. Moi, j'étais plus contente pour toutes les scènes qui se passaient justement dans les quartiers un peu plus durs de cette cité, où on suit le destin de deux sœurs qui s'appellent Violette et Powder, les parents ont été tués par la police justement quand elles étaient toutes petites et qui se sont fait adopter par cette espèce de Joël de The Last of Us, un peu le même genre. Et leur évolution, comment elles vont grandir, qui elles vont devenir en grandissant, les capacités physiques qu'elles ont, parce que bon, faut pas se leurrer, League of Legends c'est un jeu de bataille et on peut se imaginer qu'à un moment dans Arcane va y avoir un petit peu de baston. Et je ne m'attendais pas du tout à où la série allait nous emmener, c'est-à-dire qu'on commence la série en se disant ah oui ok d'accord, ça va parler de ça, et en fait alors l'épisode 3 vous verrez est un épisode un peu central dans la série où il se passe un truc qui fait ah ok bon bah non alors ça va pas raconter ce que je pensais que ça allait raconter, ok mon cœur est en miettes, d'accord, bon super. Et la série est... Alors, est-ce que je vous ai dit que c'est une série animée? Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit. D'accord, ok. C'est animé par un studio français, il me semble. D'ailleurs, c'est une série franco-américaine. Alors, je dirais que c'est un style visuel qui est un peu comparable à Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Pas exactement la même chose parce que c'est pas aussi bien fait, entre guillemets, mais c'est un espèce de... Quand on voit les personnages, ils sont à moitié dessinés, à moitié humains, en fait, tellement ils sont... Il y a du détail dans les dialogues, dans les traits, on voit leurs rides, on voit les pores de la peau, et en même temps, on dirait que ça a été peint à la peinture. Enfin, c'est visuellement magnifique, je trouve. Enfin, c'est vraiment super beau. Et ensuite, la mise en scène, il y a des plans, des tensions dans les scènes, et les scènes de combat, j'encourage beaucoup de réalisateurs de films d'action, en particulier Marvel, à prendre exemple sur Arcane pour les idées de mise en scène de scènes de bataille, parce que c'est super bien fichu. Il y a des idées de plans, des idées de chorégraphie, de combat qui sont... Mais il y a des moments où j'avais le souffle coupé, quoi, tellement c'était beau. Il y a des arrêts sur image, il y a un moment où il mélange différents styles d'animation. Je crois que j'avais vu... La musique aussi joue un rôle assez important dans la série. Je crois que j'avais lu les créateurs dire qu'ils voulaient qu'il y ait un clip musical par épisode, à peu près. Donc, dans chaque épisode, il y aura un moment un peu off où on part un peu dans un clip qui est toujours quand même en rapport avec l'intrigue. Mais donc, il y a toujours une musique qui est très, très mise en valeur. Il y a une musique de Woodkid qui est superbe. La série se termine sur une musique de Sting qui est magnifique. Il y a une musique aussi de Imagine Dragons qui est très, très, très bien. Mais je crois qu'il y a tout un truc autour de la musique dans ce jeu vidéo parce qu'ils ont créé un groupe de K-pop, un faux groupe de K-pop avec des personnages de la firme. Donc, ah bon? Et je crois que je savais pas ça. Oui, je crois que c'était plus ou moins un projet annexe, que je crois qu'ils y croyaient pas trop et puis ils l'ont fait quand même et ça a bien fonctionné. Enfin, je crois que c'est un peu arrivé par hasard tout ça.
D'accord. Parce que je savais que... Alors, c'est Imagine Dragons qui fait la musique du générique, qui est super. Et ma sœur m'avait dit qu'effectivement, Imagine Dragons avait composé pas mal de chansons pour le jeu, apparemment. Et si, je crois qu'un truc... Je crois qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage qui arrivait dans le jeu, il y avait toujours une espèce de bande-annonce Oui. pour introduire le nouveau personnage. Ça, il y a Et à chaque quasiment fois, beaucoup de jeux qui font ça, mais Ah, d'accord. peut-être que c'est LoL qui a lancé le truc. Tu vois, genre Overwatch, c'est pareil. Oui, d'accord. Bon, bah, alors, ils sont peut-être dans la même lignée que ça, du coup. Mm. Mais je sais que, par exemple, il y a un personnage qui est dans les jeux vidéo, qui est aussi dans la série. Et il y avait une bande-annonce qui avait beaucoup marqué parce qu'elle est vraiment bien montée et super énergique. Et la musique était géniale. Et la musique fait une apparition dans la série à un moment où le personnage écoute cette musique. C'est assez rigolo. Donc, voilà, j'en dirai pas plus pour Arcane. Juste voilà que c'est ma série préférée de l'année. Je ne l'ai pas vu venir parce que je regarde pas beaucoup de séries animées, honnêtement. Mais là, je devais me rendre à l'évidence. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment génial. Ça m'a chamboulé mon petit cœur. Ça m'a donné de l'adrénaline avec les scènes d'action. J'écoute la musique tout le temps. Et vraiment, je n'avais jamais joué à League of Legends, donc ça prouve bien que la série est pour tout le monde, parce que je n'y connaissais rien, je connais aucun personnage, je sais pas de quoi ça parle, j'ai jamais joué, vraiment. Et pourtant, cette série m'a touchée au plus profond de mon âme, quoi. Donc voilà. Je ne peux que vous la conseiller et tomber amoureuse du personnage principal, parce que, oh mon dieu, le personnage de Violette... Ah oui, je vous ai pas parlé. Je ferai juste un très rapide point sur les doubleurs, parce qu'il y a des beaux. Les performances de doublage dans cette série sont incroyables. La petite gamine qui joue le personnage de Powder quand elle est petite, elle fait une performance dans l'épisode 3, mais qui est. T'en es mal à l'aise tellement c'est bien joué. C'est Hailey Steinfeld qui joue Vi, Violette, qu'on voit aussi dans Hawkeye en ce moment. Et j'adore sa voix et j'adore tellement ce personnage, elle est tellement belle et sexy et j'adore. Et c'est Cathy Long qui joue Caitlyn, qui est un peu la love interest de Violette. Je sais pas si tu vois qui c'est, Cathy Long. C'est l'actrice qui jouait Shaw dans Harry Potter. Oui. Et qui jouait dans One Child. Oui. Et elles jouent très très bien. Elles ont une très belle chimie, je les ship de tout mon cœur et j'espère que la saison 2... on les retrouvera, voilà. Donc oui, ça a été renouvelé et ça va être très dur d'attendre parce que j'aime trop cette série. Ouais, j'avais pas eu une petite obsession avec une série depuis longtemps comme ça. Voilà. Tu regarderas Arcane ? Bah oui, quand même. Oui. Eh bien voilà, c'était notre top pour 2021. Bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a des choses que tu attends pour 2022 là ? Vite fait. Last of Us et Le Seigneur des Anneaux et voilà. Dites-nous, vous, ce que vous avez surkiffé en 2021 pour rattraper peut-être ce que nous n'avons pas vu. Voilà. Et bien maintenant, nous allons arriver à notre partie Drag Race. C'est vrai que depuis Halloween, il s'est passé beaucoup de choses puisque nous avons une firme... toutes les 2 semaines de nouvelles qui est annoncée, ça n'en finit pas, mais on est content. Je suis très content de vivre dans un monde où il y a des Drag Race partout. Je préfère ça qu'avant. On est très content, mais du coup il y a beaucoup de choses à dire. Drag Race Espagne, on a tout dit. Drag Race US, on a fait. Tu as vu Drag Race Canada? Tu l'as fini? Non, il me reste 5 épisodes. Ouais, mais t'en as vu pas mal. Drag Race Canada, qui est une saison 3 qui est bien. Mieux que la 1. Les jurys sont plus sympas, moins méchants. Il y a eu tout un drama autour de Jeffrey Bowen-Chaman qu'on a lu sur internet, qui est un peu genre, oh, en fait, il s'en est pris plein la gueule, le pauvre. Et c'est un peu malgré lui qu'on l'a fait passer pour le méchant de la. Enfin, on l'a un peu forcé à le faire passer pour le méchant de la série. C'est pas très cool. Et la saison 2 marche bien. Oui. Les challenges sont bien. C'est bien écrit. Les jurys ont des bons retours. Les guests ont l'air de s'y connaître. Le seul souci, je trouve, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas assez mis en avant les personnalités du casting. Ça veut dire que je suis arrivé à la fin de la saison, je ne savais toujours pas qui était qui vraiment. Je ne dis pas que c'est des mauvaises queens, elles étaient toutes très bien, très talentueuses, mais j'ai aucun coup de cœur sur personne. C'est-à-dire que qu'étant en top 3, j'ai là, oui, bon, ça aurait pu être ces 3-là, mais ça aurait pu être 3 autres. Enfin, elles me sont passées au-dessus de la tête. C'est très bizarre.
Peut-être que j'étais arrivé à un point de saturation à ce moment-là, mais c'est un peu j'ai l'impression qu'ils ont tellement mis d'efforts pour essayer de rattraper un peu le bordel qui a été la saison 1, qu'ils ont un peu oublié les queens dans la saison 2. Très étrange. Euh, alors, il y a des gens qui aiment bien, mais en fait, ils se départagent vraiment au niveau de la présentation de l'émission entre donc Brooklyn Hyde, qui est censé être la RuPaul de la version Canada, et les deux autres guest judges. Aux États-Unis, c'est Michel Visage et Ross Matthews slash Carson Race. Presley. Oui, bref, ils se font un peu le relais. Et donc là, ils sont 3 dans Dress Canada, mais ils se partagent tout le temps tout. C'est-à-dire que c'est un coup sur 2, ça va être l'autre qui va présenter, ça va être l'autre qui va annoncer qui est en top-bottom, c'est l'autre qui va annoncer le lip sync. Mais du coup, je trouve que Brooklyn n'a pas assez de place au final dans l'émission. Alors que c'est la tête d'affiche, c'est un peu son émission. À chaque fois qu'elle vient, elle passe leur temps à se foutre de sa gueule. Elle se fout ou de sa chirurgie esthétique, ou de ses looks, ou du fait qu'elle a perdu Drag Race US, ou du fait qu'en fait la vraie queen du Drag Race Canada, enfin du Canada, c'est celle qui a gagné la saison 1. Et en même temps, mais foutez-lui la paix, quoi. Au bout d'un moment, c'est son émission. Passe leur temps à être shady envers elle. C'est très étrange. Bon, on s'en remet, hein. Ça va, tout va bien, quoi. C'est quand même... Mais au bout d'un moment... C'est vrai qu'ils auraient dû faire comme en Espagne. Je pense qu'ils auraient dû tout laisser à Brooklyn, en fait. Ouais, parce qu'elle a ce qu'il faut pour porter l'émission, je trouve. Oui, j'aime bien le fait que ce soit pas non plus le cul de la personnalité comme on a dans US et qu'elle se partage un petit peu la charge du travail avec les autres, mais ce serait bien que Brooklyn soit un chou au-dessus et doucement, quoi. Foutez-lui la paix au bout d'un moment. Non, c'est clair. Enfin... En plus, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais oui. C'est impressionnant. C'est ridicule. Au Canada, c'est fait. Ensuite, bon, tu n'as pas regardé. Si, on l'a regardé. Hollande, on en a parlé. On a parlé de cette espèce de scandale. On a parlé de Hollande. On en a parlé. J'ai juste pas terminé. T'as terminé abandonné là. après le scandale. Moi, j'ai continué. C'était n'importe quoi. Je me souviens à peine de qui gagne. Tout ceci est à mettre à la poubelle. Ridicule, Hollande. Je veux même plus. J'ai cherché sur Google comment on déclare la guerre à un pays. Et je pense que j'ai déclaré la guerre. À la Hollande. Au royaume de Hollande. Il y aura une saison 3 ? Je pense que oui. Regarderas-tu la saison 3 ? Peut-être. Pour aller. Comme ça, j'arriverai en podcast et on dira oh, vous savez ce qui s'est passé dans la saison 3 de Hollande ? Avec Fred. C'est quoi ce nom de drag queen là, Fred ? N'importe quoi. On a eu UK. Oui. Que tu as vu ? Que j'ai vu. J'ai eu un rapport un peu bizarre avec tout le monde, tous. Elle était pas ouf cette saison. Non, j'ai pas trop aimé. Alors après, le problème c'est que en mon humble opinion, je trouve que UK saison 2 est la meilleure saison de tout Drag Race, tout pays confondu, je trouve, même si j'ai pas vu Thaïlande. C'était quand même, ils avaient marqué très très fort et ça allait être dur de suivre une saison aussi dingue que la saison 2. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu... Le départ de Victoria a été fort dommage, parce qu'elle était un bel élément de la saison. La gagnante m'a pas... Oui, ok, mais bon... Ouais, non, le départ de Victoria, c'était vraiment con. Tu sens vraiment qu'ils ont été vraiment emmerdés pour ça, l'émission. Ouais. C'est là que tu vois que la télé-réalité ne peut pas tout contrôler. Et il y a des moments, quand tu peux pas, quoi. Ils ont été vraiment emmerdés par le départ de Victoria, qui s'est cassé le genou, en fait, et qui a dû partir parce que tu peux pas... tu bosses, c'est des heures et des heures et des heures de tournage, t'es tout le temps debout, assis debout, dessous, et quand un docteur dit non, en fait, faut que le genou se repose, enfin, soit tu fais l'émission et t'auras plus de genou à la fin et tu pourras peut-être même plus marcher, soit juste t'arrêtes, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment dommage. En plus, en tout cas, la con. Bref, arrêtez de faire les grands écarts sur scène. Mettez des genoux géants. Faites les lip syncer sur des matelas ou dans des piscines à bulles. Piscines à boules. Ou suspendus à des cordes. Mais ouais, non.
D'ailleurs, dans le Canada, c'est très drôle. En 5 minutes, parce que le premier challenge dans le Canada, elle doit faire un photoshoot où elle se jette dans le vide et elle tombe dans une piscine de mousse. Et il y en a une qui Ouais. saute et qui fait. Et là, j'ai entendu mon genou faire un ploc. Et t'es là, genre, non, pas Non. Et en plus, c'est la phrase qu'on entend dans Drag Race à chaque fois que quelqu'un se pète à genoux. Parce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a déjà eu dans la saison 10 de US quelqu'un qui s'est pété le genou encore. Donc c'était là, genre, mais c'est pas possible cette série. On veut au genou, mais au secours, quoi. Et j'ai vu, pour que vous ne puissiez pas voir, Drag Race Italie. Oh mon Dieu. T'as vu le premier épisode, je crois, c'est ça, hein? J'ai vu le premier épisode et je m'en tiendrai à ceci. Voilà, tiens-en à ceci. Alors c'est con parce qu'on a été retweeté par une des juges. Je savais plus où me mettre quand elle a retweeté le truc. Genre, merde. Mais heureusement, c'était positif. Je ne sur connais elle. pas la télé italienne. Je ne sais pas comment c'est, mais c'est pas bon. C'est pas bon, je suis désolé. Je ne connais aucune réaction, j'ai rien regardé de ce que les gens réagissent. Si ça se trouve, je suis seul au monde à dire ça. C'est mal réalisé, c'est mal monté, c'est mal mixé, tout est mauvais. C'est mal pris en vue, c'est mal, enfin la prise de vue est bof, la prise de son est nulle. Euh, c'est écrit, je crois qu'il y a c'est tellement écrit, c'est tellement du scandale pour faire du scandale. Euh, c'est long, qu'est-ce que c'est long? Chaque épisode fait 1h30. Et c'est pas Oh genre, mon Dieu. ils ont pas rajouté, mais ils ont même pas rajouté genre une section en plus. C'est vraiment, c'est toujours la même section. Donc un previously, une intro, mini challenge, maxi challenge, runway, critique runway, petit untuck, lip sync. Et donc c'est la même structure, sauf que tout va être plus long, tout va prendre plus de temps. On fait tout le temps comme un tour de table. C'est-à-dire qu'on va demander son avis à tout le monde tout le temps sur tout ce qui se passe. Genre, je sais pas, si on fait le Reading Challenge, on va demander à chacune des queens une par une. Alors, le Reading Challenge, qu'est-ce que c'est? En fait, on se croirait à l'école, quoi. Et c'est long, et ça traîne. Le Previously dure 3 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'on a une petite minute où on t'explique ce que c'est que Drag Race en règle générale. Ouais. Ensuite, ce qu'est Drag Race Italia. Générique. Et là, on te fait le Previously de l'épisode d'avant. Donc déjà, chaque épisode. À chaque épisode. Donc déjà, tu perds 3-5 minutes comme ça. Donc tu lances l'épisode, tu as le temps de mettre la table, aller aux toilettes, remplir la carafe d'eau, tu as le temps de t'occuper. Ils ont fait n'importe quoi au niveau des éliminations. Donc il y a 6 épisodes et elles sont 8. Premier épisode, ils en ont éliminé aucune en mode ouais, c'est le premier épisode, c'est la fête, on élimine personne. Bon, soit. Deuxième épisode, ils éliminent quelqu'un. Troisième épisode, ils éliminent personne. Donc là, tu dis quoi? Mais ça se mérite les non-éliminations. Donc on arrive au quatrième épisode, elles sont toujours 7. Il nous reste 2 épisodes. Partez. Donc, quatrième épisode, ils en éliminent une autre. Cinquième épisode, ils en éliminent 2. Parce qu'il y a eu un scandale. Je sais pas, il y a un tuck, il y en a une qui s'est énervée contre les queens, qui s'est énervée contre les prods. En les traitant de cons, en disant c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, il y en a une qui a pété un plomb. Tu sais, là, genre, oui, bon, tout le monde pète un plomb dans la N-Tuck. Et là, ils ont fait genre, c'est très grave ce que tu as fait. Tu as insulté les jurés, tu as insulté l'émission. Il y a une clause dans ce contrat qui dit que tu dois être respectueux envers les gens, contre la violence orale et tout. Donc, il y en avait 2 comme ça qui ont eu un blâme, qui ont été un peu convoqués dans le bureau du principal. Et elles ont dû lip-syncer pour savoir du coup qui allait rester. C'était n'importe quoi. T'imagines être convoqué au lycée dans le bureau et de devoir lip-syncer. Donc du coup, il y en a une qui a été virée. Après, ils ont quand même fait le runway, donc il y a eu quand même eu un bottom. Donc l'autre qui a eu le blâme était aussi du coup nommée au lip sync. Elle est partie, tout compte fait. Donc tout le monde est parti au final. Et donc on est arrivé du coup à l'épisode 6 avec un top 4. Donc on avait 4 meufs en finale et 4 meufs derrière. Donc il y avait autant de meufs en finale que de meufs qui étaient éliminées derrière. C'était n'importe quoi.
le Snatch Game était nul à chier, c'est-à-dire qu'ils ont rien compris au principe du Snatch Game. Le Snatch Game, en fait, c'est le parodie d'une émission où tu as un panel de célébrités et de candidats lambda, et en fait, le présentateur va poser des questions du genre, je sais pas, Kim Kardashian met toujours 1-1-1 dans son thé le matin, et le but c'est chacun remplit ce qu'il y a dans le 1-1-1, et il faut que tu matches entre eux, et il faut quelqu'un ait une réponse similaire entre les candidats et les célébrités. Donc c'est plus une émission pour faire venir des célébrités, tout le monde rigole, les gens mettent plus des blagues dans que des vraies réponses, bon, bref. Et donc ils font ça dans Drag Race, donc c'est l'occasion pour les queens de montrer leur talent de d'imitatrice. Donc c'est toujours drôle. Et pour le Snatch Game, alors déjà c'était même pas le présentateur, la drag queen Priscilla qui prend l'émission, qui présentait le Snatch Game, c'était un de ses guest judges qui du coup était dans les candidats. Et les questions, c'était genre que mettrez-vous dans un cocktail? C'était pas des questions non. à trous, tu vois. Et tu dis, mais du coup. C'est pas du tout le concept. Mais oui, parce qu'en fait, t'es censé essayer de deviner ce que répondrait la célébrité en face de toi ou le candidat en face de toi. Mais du coup, comme c'est des questions personnelles, tu te dis, mais du coup, c'est moi qui réponds proprement? Ou est-ce qu'il faut que je réponde par rapport à un des candidats en face de moi? Mais du coup, lequel? Et c'était que des questions comme ça, hyper ouvertes. Les Reading Challenge, ils l'ont fait à la finale. C'est n'importe quoi. Donc elles étaient juste 4 à faire le Reading Challenge. Reading Challenge qu'elles ont fait sans lunettes. Elles étaient sur une boîte avec un mini haut-parleur. Un mégaphone là. Donc nul. n'importe quoi. Seul rayon de soleil, c'était la guest judge que j'adore, qui s'appelait Chiara Francini, qui était adorable, complètement folle. Elle était tellement heureuse d'être là. Elle était adorable. Mais franchement, en Drag Race Italie, vous êtes la honte de l'armée romaine. Pire que Hollande. Ben non, parce que Hollande, je les ai trouvés ouvertement mauvais et méchants et manipulateurs. Et pas bons. Ouais. Italie, c'est un peu un accident, quoi, que ce soit mauvais. Enfin, j'exagère, mais enfin, bon, après c'est peut-être un manque de savoir-faire en matière de Drag Race. Ben, c'est pour ça que, oui, mais ça prouve encore une fois que c'est un boulot de faire un truc pareil. C'est un boulot de faire de la télé-réalité. C'est pas pour rien que c'est les Américains qui ont inventé ça et qui sont les premiers là-dessus, parce qu'ils sont rodés comme pas possible. Ils maîtrisent le truc jusqu'au bout des doigts. Et faire ça, et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui a pas forcément une question technique, mais aussi une question de qualité d'écriture, de production, c'est compliqué de créer une histoire avec des rushs et des rushs et des rushs et des rushs et des rushs. Enfin, c'est super compliqué à monter, à écrire. Enfin, c'est choisir le bon sonore, choisir le bon truc qui permet de résumer bien le truc. Là, ça meuble, c'est mou, ça parle pour rien. Les sons sont mal sélectionnés. C'est vrai. On dirait quelqu'un qui débute et qui dit oui, je mets un son là parce qu'il faut mettre un son. Oui, mais il apporte rien ton sonore là. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Bon, et cette année, on va voir Drag Race France aussi. Le chat est sorti du sac, je sais plus ce que c'est l'expression en anglais. Mais. The cat is out of the bag, oui. Comment tu le sens? Enfin, moi, je suis contente parce que je suis très curieuse. Voilà. Oui. C'est-à-dire que j'avais un peu peur à la base que ce soit un peu du Energy 12. Mais comme c'est Slash, c'est France TV, ça va peut-être qu'ils vont me demander à Endemol de faire un truc un peu. Enfin, pas trop. Enfin, voilà quoi. Enfin, j'ai pas envie que ça passe son temps à s'insulter et à se gueuler dessus et. Un peu comme les Marseillais ou je sais pas quoi, enfin Non, mais on est capable en France de faire des bonnes télé-réalités. Faudrait mieux que ça ressemble au meilleur pâtissier que... faudrait un mélange entre pâtissier et... Tu vois, Koh-Lanta, c'est bien produit, tu vois. C'est un mélange assez bien de prouesse. Alors, Koh-Lanta, c'est plutôt physique parce qu'on parle de sport. Et de je veux pas dire manipulation, mais il y a aussi c'est aussi un jeu oui, c'est un man game quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça va créer forcément des embrouilles, ça va créer un petit peu des tensions, mais c'est ça qui fait aussi l'intérêt de l'émission. Et Drag Race, c'est un petit peu ça, où le talent est là, mais il y a aussi comment tu vends ta personnalité, ton rapport avec les autres queens. Enfin, c'est vraiment de la télé-réalité, quoi. Donc, on est capable en France de faire des choses assez propres et assez cool en matière de télé-réalité. Donc, je me dis, c'est possible. C'est pas... Oui, c'est possible. Il y a du très, très, très mauvais en France là-dessus, et il y a aussi du plutôt bon. Donc, voyons. On espère, voilà, juste que ça penchera plus sur le côté bon que sur le côté mauvais. Oui. Et puis voilà, de toute façon, il fallait y passer. C'était se voiler la face de croire que ça n'allait jamais arriver. Oui. Donc voilà, c'est fait. Allez, allons-y, curieuse. Allons-y gaiement. On vous débriefera la saison américaine qui vient de commencer sa 14e saison il y a 2 semaines. Mm. Et ça commence. Ça commence tranquillou. Il y a du bon. Je pense que j'ai déjà repéré la gagnante. Ah, elle est dans l'épisode 1 ou 2 2. Ah, bon, je l'ai pas encore vu. Je pense que je suis pas la seule. Mais j'ai Bah, souvent... tu peux dire son nom, en fait, j'ai envie de dire, j'ai... parce que c'est pas spoilant, puisque... Bah ouais, mais toi, tu l'as pas vu. Bah, c'est pas grave. Tu peux dire son nom quand même. Et je ferai D'accord. attention quand Non, je parce la que verrai. dans Drag Race, il y a régulièrement des fois où j'ai eu une vibe avec une queen en arrivant, où je me suis dit, ouh, il y a un truc, et il s'avère que c'est la personne qui a fini par gagner. J'ai eu ça avec Ivy Oddly, j'ai eu ça avec Sacha Velour. Enfin, bref, c'est les deux qui me viennent en tête comme ça, mais... Et donc là, elle est arrivée, et donc j'ai eu une grosse vibe sur Angeria. Angeria ? Ouais. D'accord. Elle est saisissante. On dirait qu'elle sort d'un un conte de fées merveilleux et terrifiant et beau. Je sais pas. Elle est... D'accord. Et j'ai eu cette vibe avant la fin de l'épisode, je tiens à dire. Hein. C'est juste quand elle est arrivée dans le workroom, je me suis dit, je la sens bien, elle. Vous allez voir, je vais lui porter malheur, elle va partir la semaine prochaine, mais... non, mais j'ai cru comprendre que j'étais pas la seule. J'ai préféré le... Il y avait plus d'éléments que j'aimais bien dans le deuxième groupe que le premier. D'accord. Mais j'ai adoré le premier mini-challenge du premier épisode. J'ai adoré ce plan où elles sont sur cette roue qui tourne. Oui. Et t'as ce plan de point de vue sur RuPaul qui rigole. Genre... ça fait trop rire. Ça résume tellement de choses. Ils vont les tuer. Enfin, ouais. Des choses à dire sur cette saison de US qui vient de commencer ? Non, j'ai vu juste le premier épisode. Écoute, j'aime bien, je les trouve toutes plus ou moins bien. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. C'est très en dents de scie, je trouve, ce casting. Et le challenge qu'on a eu aussi. Il y a eu Enya, c'était très drôle. Oui, alors si, non, mais parlons 2 secondes de Willow. Elle est trop chou. Ah, j'adore. Elle est trop drôle. Elle m'a fait trop rire. J'en parlais avec quelqu'un, il disait, mais objectivement, c'était pas drôle. J'ai dit, non, moi, ça m'a fait hurler de rire. C'est totalement le truc qui me fait rire. Mais tu mets du temps à comprendre. Et en fait, je trouve qu'elles étaient... Et je trouve que c'est devenu encore plus drôle quand ça s'est terminé. Tu te dis, ah oui, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est ça. C'était un peu ce genre d'humour à la les nuls, un peu. Oui, genre... complètement. Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Les blagues, c'était juste, elle a un bain, et puis elle a mis son verre de vin dedans, et puis elle a mis des spaghettis, et voilà. et des tartines, et elle est plongée dedans. Et j'ai vraiment eu l'impression que les autres queens la regardaient vraiment même haut. Pas de haut, du niveau du viaduc de Millau, quoi. Et j'ai l'impression que du coup, tout le monde se sentait un peu safe. Genre, c'était un peu genre... C'est elle qui part. On sait qui part aujourd'hui. Et en fait, quand Ru a annoncé qu'elle était safe, j'ai senti cette espèce de vent de panique, genre, quoi mais alors, c'est qui et j'étais un peu genre, vous n'auriez pas dû la sous-estimer, elle et son sens de l'humour bizarre. Enfin bon.
Mais oui, non, oui, enfin, j'étais content de retrouver US après cette catastrophe. Après s'être enchaîné Oui. Hollande et... Oh, c'est Kerry qui est tellement belle. Ah, elle est extraordinaire. Oh là là, C'est une c'est star. ouf. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas besoin de Drag Elle a Race? le... Non mais c'est ça, elle a le X Factor là. Non, mais Elle est complètement. trop belle. Ok, bon, mais voilà, on en reparlera. Oui, ça va être trop C'est Drag bien. Race, c'est la chose qui se rapproche le plus des dieux grecs qui se battent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, C'est une je belle considère analyse, un je peu trouve. les drag queens comme des déesses de l'Olympe. Et Qui se battent et ça fait trembler la terre. c'est ça. C'est grâce à ça qu'on a les saisons, grâce à Drag Race. Quand la workroom est placée vers l'est, le printemps arrive et inversement. C'est exactement ça. Bon, bah, ça annonce du bon, tout ça. Bah oui, trop hâte. C'est extraordinaire. Ok, très bien. Eh bien, on espère que vous êtes aussi Hypé que nous. enthousiastes que nous pour tout ce qui est Drag Race cette année. On sait que nous, on l'est en tout cas. Oui. Et on vous tiendra au courant. Oui. Parce que nos avis comptent beaucoup. Et encore une fois, dites-nous quels sont vos... Pour quelle queen êtes-vous le et la plus content? Oui. Contente. Et on se revoit très vite pour plus de séries, plus de Drag Race. Et voilà. Et on vous fait des gros bisous et à bientôt. À très très vite. Toodaloo. The movies are back. What is it? We come to this place for magic. We come to AMC to laugh, to cry, to care. Because we need that, all of us. That indescribable feeling when the lights begin to dim and you go somewhere you'd never been before. Somehow reborn. Our heroes are the very best part of us. Somehow, heartbreak feels good in a place like this. Le poison de Cusco.